Et alors nous avons énormément de chance. Hein. Les astres se sont alignés, je suppose, parce que entre le feu à cause duquel Madame Vauclair a été stoppée dans sa venue depuis Toulouse, pardon, autoroute complètement bouchée, passage par Quillon, etc. Enfin, pour ceux qui connaissent, vous connaissez ce que ça donne, vous savez ce que ça donne. D'ailleurs, c'est beaucoup plus long que voilà. Et regardez ça, à 18h, presque tout est prêt. Voilà. Donc, nous entamons aujourd'hui, en présence donc, de Madame Sylvie Vauclair, les 3 jours sur ce que j'ai appelé le cosmos, en fait. Et ces 3 jours, comme vous avez pu le voir, seront constitués par cette première conférence aujourd'hui, puis ensuite demain un film qui sera projeté et qui sera aussi présenté par Sylvie, et enfin une dernière soirée de lecture animée par les veillées de la news, vous voyez dans le temps, je ne sais pas comment tu les appelles, voilà. Donc aujourd'hui vraiment je suis très très contente d'accueillir. Alors, ce n'est pas la première fois, hein, c'est entre les colloques que vous avez organisés ici, les fois où vous êtes venus sur place pour nous présenter vos travaux, les fois où vous n'avez pas pu le faire à cause de problèmes de santé et que vous étiez en vidéo, cette fois-ci vous êtes parmi nous, donc merci beaucoup. Donc Sylvie Vauclair est astrophysicienne. Elle est aussi membre d'horaire de l'Institut de France, membre de l'Académie des sciences. Elle a réalisé ses recherches à l'Institut d'astrophysique et recherche en astrophysique et en planétologie, voilà, à Toulouse. Et elle s'est beaucoup intéressée depuis le début aux éléments chimiques qui constituent le cosmos de l'univers. Donc elle va aujourd'hui nous parler de ces éléments chimiques, de la naissance des éléments du vivant de la Terre, un siècle d'avancée scientifique. Merci beaucoup Sylvie d'être là et d'être là dans ces conditions-là. Bien, merci Anne-Marie. Je voulais vous dire, je suis très contente que vous soyez si nombreux et que ça me fait très plaisir d'être de retour dans cet amphithéâtre que je connais depuis très longtemps, je pense quasiment depuis qu'il a été construit. J'ai eu beaucoup d'occasions de venir ici. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la naissance des éléments. La naissance des éléments, les éléments, ce qu'on appelle les éléments chimiques, les éléments dont nous sommes faits, les éléments dont sont faits tous les objets qui sont autour de nous, et la Terre, et tout. J'ai eu connaissance d'un article, je crois, qui était sorti hier, disant que j'allais vous raconter comment étaient nés les 6 éléments qui sont à l'origine de la vie. Alors je voulais vous dire que finalement, je vais vous parler de ces éléments-là, mais je vais vous parler de tous les éléments, et de ceux-là parmi les autres, évidemment. Et j'ai deux aspects dans mon exposé, 2 aspects complémentaires. C'est-à-dire que l'idée est de vous expliquer, bien sûr, les connaissances actuelles sur tous ces éléments-là, comment ils ont été fabriqués dans l'univers, d'où ils viennent. Et ça, c'est un acquis. C'est un acquis, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Bien sûr, il y a toujours beaucoup de choses qu'on ne sait pas. En science, c'est toujours pareil. On sait de plus en plus de choses, mais ça pose toujours de nouvelles questions. Hein, vous le savez, je le dis tout le temps. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais quand même, il y a des choses qu'on sait. Et de quelle manière se sont formés tous ces éléments qui nous constituent maintenant, qui sont sur la Terre? C'est un acquis du XXe siècle. Donc c'est pour ça que j'ai écrit un siècle d'avancée scientifique. Il y a 150 ans, on n'avait aucune idée de tout ça. Hein, donc c'est vraiment très récent. Un acquis du XXe siècle avec un tout petit peu, vous verrez à la fin, un petit point final, en début du XXIe siècle. Donc voilà, c'est très récent. Donc je vais vous expliquer, vous raconter ça. Mais pour moi, c'est toujours important de raconter, pas seulement ce qu'on connaît actuellement, mais un peu l'évolution des connaissances. Comment se fait-il que l'humanité
l'humanité à notre époque, et ça je vous le raconterai aussi un petit peu, c'est que nous sommes ici sur la Terre depuis très peu de temps. Et comment se fait-il, enfin comment ça s'est passé, je ne veux pas dire pourquoi, mais comment ça s'est passé, cette évolution des connaissances depuis, disons, là j'ai dit un siècle, parce que c'est depuis un siècle que ça a commencé vraiment à monter, mais je vais partir de 2-3 siècles au début. Comment ça s'est fait? Avec des hommes et des femmes, et des événements qui ont permis, des bons événements, des mauvais événements, qui ont permis d'avancer plus ou moins vite. Donc en fait, il y a ces deux aspects-là, l'aspect des connaissances actuelles, mais comment ça s'est passé, la démarche scientifique. Voilà, moi j'aime pas beaucoup dire, voilà, c'est extraordinaire ce qu'on fait, c'est extraordinaire ce qu'on sait, etc. Ce sont des êtres humains qui ont fait ça. C'est par la recherche d'êtres humains qu'on en est arrivé à connaître ce qu'on sait actuellement. Alors, c'est tout ce qui se passe dans la recherche de l'univers, d'une meilleure compréhension de l'univers, avec des éléments chimiques a priori. C'est un petit peu comme une grande boucle. Vous voyez, comme on est un petit peu aussi dans une mouvance artistique, je vais vous montrer quelque chose là. Un peu comme une grande boucle, parce que l'être humain, actuellement sur Terre, cherche à comprendre, depuis les origines, ce qui s'est passé pour en arriver à lui. C'est-à-dire que l'être humain, avec son cerveau, observe, découvre des choses qui, en fait, sont à l'origine de ce qu'il est maintenant. Donc ça fait une sorte de grande boucle, et j'aime bien montrer une gravure d'un artiste néerlandais, Maurits Cornelis Escher. Escher était quelqu'un qui... Alors là, c'est pas moi. Ah, il va y un peu. Ah, c'est parce que je mets la main... Ah, là, c'est vrai, il est fragile. Voilà, comme ça. Escher était un artiste qui faisait toutes sortes d'œuvres, mais en particulier des gravures. Et parmi ces gravures, il aimait bien faire des sujets qui se rebouclent. Par exemple, des escaliers, vous avez l'impression qu'on monte toujours les escaliers, en fait, on vit au même endroit, et des tas tous comme ça. Alors là, c'est une gravure qui, en français, s'appelle l'exposition d'estampes. Enfin, la traduction française, c'est l'exposition d'estampes. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez un jeune homme qui regarde un tableau. Sauf que le tableau, il se développe, il s'étend, il remplit tout l'espace, et finalement, le jeune homme est inclus dans le tableau. Voilà, donc c'est-à-dire, et pour moi, ça représente bien l'être humain qui observe l'univers dont il fait partie. Et alors, si vous regardez quelque chose dans ce tableau, vous remarquez quelque chose ici, une tache blanche. Et pourquoi est-ce qu'il y a une tache blanche ici? Et là, vous ne pouvez pas voir, mais à l'intérieur, il y a la signature des chefs. Pourquoi est-ce qu'il y a une tache blanche? Eh bien, c'est parce que Escher ne savait pas comment terminer son tableau. Il ne savait pas, il faisait 7 spirales, mais qu'est-ce qui se passe ici? Impossible, par son dessin, de y arriver. Et alors, récemment, il y a une équipe de chercheurs en intelligence artificielle qui ont repris ce travail, qui l'ont modélisé mathématiquement et qui ont terminé le tableau. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais, enfin pas tout à fait, je veux dire, quand vous regardez dans les détails, il y a des détails qui changent, mais enfin ça produit quand même bien le tableau. Et là vous voyez, au centre, c'est fini. C'est fini. Sauf que, si vous regardez en détail, le centre, eh bien voilà ce que vous voyez dans le tableau, mais si vous faites un zoom, vous voyez ça, et après vous voyez ça. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, finalement, on dit c'est fini, mais en fait c'est pas fini. Ça va toujours au fond, et là ce que vous voyez c'est le tableau, le paysage, enfin ce qui est dans le tableau, à l'envers, et on comprend bien que si on va plus loin, on va toujours à l'infini. Et je trouve ça très symbolique. Voilà, donc j'aime bien présenter cette image, en plus c'est artistique, c'est à la fois artistique et à la fois avec un travail scientifique. De montrer que, pour moi ça représente bien d'abord que l'être humain observe l'univers dont il fait partie, et puis que quand on trouve des solutions,
il y a toujours autre chose plus loin. Donc ça, c'est typique de la démarche scientifique. On comprend beaucoup de choses, et quand on comprend des choses, il y a des nouvelles questions qui arrivent. Et je crois que c'est très important, parce que je ne vais pas prolonger ça trop longtemps, ça devient philosophique, mais c'est très important parce que souvent, les gens, en général, aimeraient que les scientifiques apportent des réponses fermes et définitives. Les scientifiques apportent des réponses qui peuvent être fermes, qui peuvent être semi-définitives, mais il y a toujours quelque chose au-delà. Voilà, donc ça c'était mon introduction. Et alors maintenant, je vais commencer, avant, une chose qui peut paraître évidente, mais pas forcément. Je vais vous expliquer la naissance des éléments chimiques. Ben, avant d'expliquer la naissance des éléments chimiques, il faut savoir qu'il y a des éléments chimiques. Hein. On ne va pas aller chercher comment les éléments chimiques ont été faits si on ne sait pas que la matière est faite d'éléments chimiques. Et ça, c'est pas du tout évident. Et aussi, qu'est-ce qu'on appelle éléments chimiques? C'est pas non plus évident. Ça s'est construit un petit peu au cours du temps. En fait, je ne peux pas remonter aux anciens Grecs, à l'époque de Démocrite, qui avait déjà l'idée que la matière était faite d'atomes, et ce qu'est les atomes, c'était des particules indivisibles, là je vais y revenir, mais ensuite, et il y avait des éléments, les éléments d'Aristote, et des autres, qui étaient l'eau, l'air, la terre, le feu, voilà. Et en fait, ça a duré très 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 longtemps, ça, hein. Et quand est-ce qu'on a commencé à aller un petit peu plus profond dans la matière pour mieux comprendre la matière? Comme d'habitude, je vais vous donner quelques noms, mais en fait, il y avait beaucoup d'autres gens. Il faut aussi toujours savoir qu'il y a des noms qui restent de, entre guillemets, savants, mais que ces savants, en général, ils n'étaient pas tout seuls, il y avait tout un environnement, il ne faut pas l'oublier. Enfin là, donc, je vais vous parler de... Je vais commencer à Lavoisier. Donc Lavoisier, c'est plus ancien qu'il y a un siècle. Hein, mais c'est justement pour prendre les premières racines de comment on a su que la matière était formée d'éléments, mais pour l'instant je ne vous les définis pas, on verra tout à l'heure. Alors, moi je trouve ça assez intéressant, cette expérience d'analyse de l'air en 1777. Donc Lavoisier était un scientifique au sens qu'il faisait des recherches scientifiques, mais en même temps il était très impliqué dans le gouvernement, enfin dans la monarchie de Louis XVI. Il a été fermier général à l'époque de Louis XVI, et en fait il a été guillotiné sur la place de la Concorde en 1794, c'est-à-dire qu'il avait 50 ans. Voilà, il avait certainement d'autres expériences, d'autres idées en cours, mais bon, c'est comme ça. Donc en fait, c'est son expérience de base. Donc j'espère que vous voyez, enfin on ne voit pas très très bien, mais ici vous avez une cloche. Dans la cloche vous avez de l'air. Cette cloche avec de l'air est dans un bassin d'eau. Un bassin ici avec de l'eau. Là vous avez un, je ne sais pas si on voit, là vous avez un ballon, col de cygne. C'est-à-dire que le ballon, ça marche presque plus. Enfin, ou c'est moi qui ne sais pas très bien. Voilà, ça y est, ça repart. Ah, ça va, ça vient. Hein. Ah, c'est dommage. Je dois en avoir un aussi. Donc, vous voyez un ballon. Ça va, ça vient. Un ballon col de cygne. Alors, vous voyez le col de cygne qui va dans l'eau et qui ressort dans la cloche. Et qu'est-ce qu'il a fait, Lavoisier? Il a mis du mercure dans le ballon, il a mis ça sur un brasero, vous voyez. Ça, c'est son image à lui, c'est son dessin à lui. Et puis, il a fait chauffer le mercure. Et là, il s'est aperçu qu'il y avait une substance orange-rouge qui venait se mettre sur le mercure, et que ce qui restait dans la cloche avait un volume moins grand. Là, ça avait diminué. Et s'il mettait un animal, par exemple une petite souris, dans la cloche, ben, elle mourrait. Conclusion, dans l'air, il y a au moins deux éléments, deux substances élémentaires. Donc l'oxygène, alors l'oxygène a été nommé par Lavoisier comme oxygène, ça veut dire générateur d'acide, parce qu'il croyait que l'oxygène c'était un acidifiant, ce qui n'est pas vrai, c'était une erreur. Enfin, c'est de là que vient le nom oxygène. Et azote, ça veut dire privé de vie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, juste après, au même moment, disons, que Lavoisier avait donc découvert l'oxygène et l'azote,
il y avait une autre personne, un autre scientifique qui s'appelait Chaptal, Jean-Antoine Chaptal. Et Jean-Antoine Chaptal, merci, Jean-Antoine Chaptal, lui, s'intéressait au salpêtre qu'il y a dans les bisons. Et il s'était aperçu que cette substance, l'azote, produisait du salpêtre. Donc il a nommé cet azote nitrogène. Ça veut dire, ça vient du grec qui veut dire qui génère du salpêtre. Voilà. Alors si je dis ça, c'est parce que dans la suite, le nom azote est resté en français, mais nitrogène a donné nitrogen dans les pays anglo-saxons qui ont, eux, gardé le nom nitrogène. Et quand vous allez vers les tableaux des éléments, l'azote, le petit nom, l'initiale d'azote, c'est N, c'est pas A. Voilà, c'est comme ça qu'on les choses, hein. Ça c'est comment on nomme les choses. Et puis l'hydrogène qui venait aussi, alors ça c'est en dissociant l'eau. L'hydrogène et l'oxygène ça fait de l'eau, donc hydrogène ça veut dire générateur d'eau. Donc voilà, c'est juste pour revenir très longtemps en arrière, comment les choses se sont passées. Alors, j'ai quelques dates, hein, je ne vais pas passer ma conférence et vous donner des dates, mais pour que vous compreniez que comment les choses évoluent. Donc il y a John Dalton. John Dalton, Monsieur Dalton avait un problème aux yeux, il ne voyait pas les couleurs, et donc il a fait reconnaître sa maladie qui est devenue le daltonisme. Donc Monsieur Dalton était daltonien. Donc à part qu'il était daltonien, il a écrit une théorie atomique des éléments. Alors, ça veut dire qu'il faisait des réactions chimiques, et il a découvert que, par exemple, pour faire une réaction chimique, vous prenez du carbone, de l'oxygène, vous mettez ensemble, ça fait du monoxyde de carbone. Eh bien, si vous avez 12 grammes de carbone et 16 grammes d'oxygène, vous obtenez 28 grammes de carbone. Et si vous voulez que ça marche bien avec d'autres proportions, il faut que ce soit les mêmes. Par exemple, 24 grammes de carbone, 32 grammes d'oxygène, ça va faire 56 grammes de monoxyde de carbone. Donc il en a déduit que ces substances élémentaires, hein, c'est ça, l'élément vient de là, ces substances élémentaires qu'on découvrait en dissociant des gaz, des liquides et tout ça, qu'elles devaient être des multiples de quelque chose de précis. Puisque fallait que ce soit toujours les mêmes proportions. Et ce quelque chose de précis, donc il a assimilé ça aux atomes, et donc les éléments, c'était ces substances, et il fallait, voilà, enfin il y avait beaucoup de substances complexes qui pouvaient donner des substances plus simples, substances élémentaires, de là est venu le mot élément. Alors les éléments, vous voyez ça c'est pour s'amuser, il donnait des signes, des icônes, on dirait maintenant, des icônes aux éléments qu'il avait découverts. Et donc il avait défini les atomes. Alors il disait les atomes sont des particules invisibles, c'est vrai, et indivisibles. C'est faux, hein, mais il ne le savait pas à cette époque-là. On sait maintenant, et c'est là que je veux venir, parce que c'est ça qui est très important, l'énergie nucléaire, pour passer d'un élément à l'autre, et comment ça s'est fabriqué dans l'univers. Donc les atomes ne sont pas du tout indivisibles. Et ça vient du grec d'ailleurs, hein, atome, je crois, qui veut dire indivisible. Mais ils ne sont pas indivisibles. Les atomes d'un élément donné ont la même masse et sont identiques. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est proche, mais c'est pas vrai, on va le voir. Il y a ce qu'on appelle des isotopes qui montrent que c'est pas vrai. Les atomes d'éléments différents ont des propriétés masses différentes, ça oui, et les atomes d'éléments simples se combinent pour former de nouveaux produits, ça oui. Mais donc c'était une avancée très importante, hein, John Dalton. Alors ensuite, rassurez-vous, ça va aller vite, c'est simplement pour vous dire, tout ça c'est des prix Nobel, hein, puis il y en a eu d'autres, donc il fallait découvrir l'électron, hein, donc il y a les atomes, dedans il y a des électrons, découvrir l'électron, 1896, découvrir la radioactivité, donc Becquerel, Marie Curie et Pierre Curie, la structure du noyau atomique, c'est-à-dire montrer qu'un noyau atomique c'est fait la structure de l'atome. La structure de l'atome montrait qu'un atome c'est fait d'un noyau avec des électrons autour. Donc voilà, ça c'était 1909. Ensuite, modèle d'atome d'hydrogène, c'est-à-dire comprendre comment fonctionnaient les électrons dans le noyau. Ensuite, charge de l'électron, important, savoir quelle est la charge électrique de l'électron. Découverte du neutron, on va voir que c'est extrêmement important parce que les noyaux atomiques sont faits de protons et de neutrons. Il fallait encore découvrir le neutron, ça a mis du temps. Et puis, le modèle en gauche du noyau, ça c'est une fin.
une femme qui a montré ça. Alors, modèle en couche du noyau, ça veut dire que l'atome est fait d'un noyau atomique avec des électrons autour. Les électrons autour, ils ne sont pas n'importe où. Ils ont ce qu'on appelle des niveaux d'énergie, des états d'énergie particuliers. Et ça se calcule, ça c'est la physique atomique. Et ce qu'a montré Maria Goeppert, c'est que le noyau lui-même, atomique, qui est formé de protons, ce qu'on appelle les protons qui sont chargés électriquement, positifs, et de neutrons, eh bien, à l'intérieur du noyau, là aussi, ça ne se passe pas n'importe comment, il y a aussi ce qu'on appelle des états d'énergie. Alors, ça va venir petit à petit, hein, je vous raconte tout ça parce que c'est important pour après savoir comment on a avancé dans la compréhension de la formation des éléments chimiques. Et puis évidemment, Albert Einstein, il ne faut pas l'oublier, alors qui a fait beaucoup de choses, qui a eu le prix Nobel pour l'effet photoélectrique, c'est-à-dire quand on envoie de la lumière sur certains matériaux, il sort des électrons. Et la relation, évidemment, masse-énergie. Sans la relation masse-énergie, il n'y aurait pas, on ne comprendrait pas ni la physique nucléaire, ni l'électricité, ni rien du tout. C'est-à-dire que la masse et l'énergie, ben, c'est la même chose. C'est pas la même chose parce que ça ne se présente pas de la même façon, mais fondamentalement, c'est la même chose avec cette relation qu'on écrit partout sans savoir exactement ce que ça veut dire, mais E égale mc. Donc voilà, ça c'était tous les préalables. Alors, avec tout ça, en allant plus loin, il y a eu M. Mendeleïev, plus tard, donc c'est totalement international tout ce que je vous raconte, qui s'est rendu compte que tous ces éléments chimiques, alors là, vous avez tous les éléments chimiques stables jusqu'à l'uranium, que ces éléments chimiques avaient des propriétés différentes et que ça pouvait se classifier, ça pouvait se classer. Par exemple, ici, vous avez l'hydrogène, l'hélium, et puis ça monte en masse. Et cette colonne-là, les éléments ont des propriétés chimiques très semblables, qu'on appelle les hydrogénoïdes, parce que ça commence par l'hydrogène. Ça, c'est tous les gaz rares. Voilà, les éléments ont des propriétés semblables selon les colonnes. Ici, il y a un trou, mais le trou, c'est tous ces éléments-là qui devraient rentrer ici. Mais je vais vous en parler plusieurs fois. Hein. Là, je vais un peu vite, mais on va revenir dessus. Vous remarquez évidemment qu'il y a des couleurs dans ce tableau. Je ne vais pas vous dire tout de suite ce que sont les couleurs. Vous comprendrez ce que sont les couleurs à la fin de mon exposé. Mais je vais revenir plusieurs fois sur ce tableau. Donc ça, c'est quand même quelque chose. Il faut quand même que je vous dise quelque chose, parce que s'il y a parmi vous des gens qui sont un peu curieux avec ça et qui savent déjà des choses, ils vont me dire, mais il y en a d'autres, des éléments ici. Alors, il y en a d'autres, pourquoi ils ne sont pas là? Eh bien, ils ne sont pas là parce que ils sont tous radioactifs. Tous ces éléments qui sont là, alors, il faut que je dise quelque chose, c'est que chaque élément, par exemple, on va prendre le lithium, on va pas mal s'intéresser au lithium. Chaque élément, en fait, on appelle élément, c'est la substance, on peut dire, au départ. Mais ensuite, ça a pris un sens un petit peu plus précis. Donc, je vais vous l'expliquer tout de suite. Chaque élément, par exemple le lithium, donc ils sont constitués d'un noyau atomique avec des protons, des particules qu'on appelle protons, qui sont chargées plus. Même charge que l'électron, sauf que les protons c'est plus, l'électron c'est moins. Mais ensemble c'est neutre. Donc les noyaux atomiques qui sont formés de protons, qui sont en fait des noyaux d'hydrogène. Mais contrairement à ce que vous allez voir tout à l'heure, parce que je vous raconte un petit peu l'histoire avant d'en arriver à l'époque actuelle, si vous mettez des protons ensemble, c'est pas stable. C'est pas stable, les protons ils ont des charges électriques qui se repoussent, enfin c'est pas stable. Donc le fait d'avoir des protons et des neutrons, ça rend les atomes stables. Et alors vous avez un certain nombre d'atomes stables, donc par exemple le lithium, on a deux stables qu'on appelle le lithium 3 et le lithium 6 pardon, et le lithium 7. En fait, dans le lithium 6, vous avez 3 protons, 3 neutrons, et le lithium 7, vous avez 3 protons, 4 neutrons. Donc on appelle ça des isotopes, c'est important. On appelle ça des isotopes, et donc maintenant, en fait, ce qu'on appelle un élément chimique, ben, c'est l'ensemble des isotopes, c'est-à-dire l'ensemble des atomes qui ont le même nombre de protons. Voilà. Et ils ont la même propriété chimique. Ça va être bien important pour comprendre après comment tous ces éléments se sont formés. Et alors, si on s'éloigne
Par exemple, le lithium, donc il y a le lithium 6 qui a 3 protons, 3 neutrons, et le lithium 7 qui a 3 protons, 4 neutrons. Si on imagine du lithium, encore du lithium à 3 protons, mais si on ajoute 6 neutrons, 7 neutrons, 8 neutrons, enfin tout ce qu'on veut comme neutrons, c'est instable, c'est radioactif. Donc en fait, les éléments radioactifs, ce sont les éléments qui n'ont pas un noyau stable. Il faut que quelque chose se désintègre pour arriver à un noyau stable. Donc là, c'est tous les éléments qui ont des noyaux stables. Ceux-là, ici, eh ben, vous allez voir tout de suite. C'est simplement pour vous montrer que c'est beaucoup plus compliqué. Voilà ce qu'on a maintenant. Si on parle de tableau périodique des éléments, c'est un peu plus compliqué que ce que je vous ai dit. Donc vous avez plein d'informations sur comment se produisent les électrons, les isotopes et tout ça. Et vous avez, après l'uranium, vous les avez là. Et ça va jusqu'à 118 de numéros atomiques. Mais ils ne sont pas stables et en plus, ils n'ont pas été produits dans la nature. Voilà. Nous, quand on cherche à expliquer comment ont été faits les éléments dont nous sommes faits, c'est dans la nature, c'est dans l'univers. Maintenant, les êtres humains, les scientifiques, ils sont capables de fabriquer des noyaux atomiques qui n'existaient pas dans la nature. Vous voyez? Donc c'est tout ça. Voilà, ça c'est un petit peu la base. Alors, je vous disais que quand on étudie la naissance des éléments, il faut d'abord savoir qu'il y a des éléments et qu'est-ce qu'on entend par élément, hein, ça c'est important. Mais c'est pas le tout de pouvoir savoir qu'il y a des éléments chimiques comme ça, mais comment est-ce qu'on mesure? Parce que si on veut savoir comment ils ont été faits, il faut savoir comment ils ont été faits, dans quelles proportions, les proportions dans les proportions actuelles, quoi. Alors, je ne vais pas tout vous raconter, mais quelque chose d'important, c'est ce qu'on appelle la spectroscopie. Alors là, et là, je vous montre quelques photos de gens qui ont travaillé sur ce sujet. La spectroscopie, ben, vous voyez ça, c'est ce qu'on appelle le spectre du Soleil. Alors, c'est comme un arc-en-ciel, hein, du rouge au violet, sauf que ce que vous voyez immédiatement, ce sont des raies sombres. Et ces raies sombres, elles ont été découvertes au départ par M. Fraunhofer et beaucoup étudiées. Alors qu'est-ce que c'est que ces raies sombres? Eh bien c'est la signature des éléments chimiques, ça c'est le spectre solaire, c'est la signature des éléments chimiques qui se trouvent dans le Soleil. Pourquoi? Parce que dans le Soleil, vous avez de l'énergie. Alors on sait maintenant, mais vous allez voir, je vais revenir dans le détail, on sait maintenant que c'est de l'énergie nucléaire, à l'époque on ne savait pas, on ne savait même pas ce que c'était que l'énergie nucléaire, ça c'était pas connu. Mais il y a de l'énergie donc au centre du Soleil qui est formée, maintenant on sait par ces réactions nucléaires, et cette énergie, sous forme d'une sorte de lumière, mais au départ c'est des rayons X, des rayons gamma, qui diffusent à l'intérieur du Soleil et finissent par sortir, et ça c'est notre lumière solaire. Mais au moment où ça va sortir, eh bien, vous avez des atomes qui sont là, et les atomes ont la capacité d'absorber du rayonnement à certaines longueurs d'onde très précises. Ça, c'est la structure atomique qui fait ça. Vous avez un changement d'énergie à l'intérieur de l'atome, et ce sont des signatures extrêmement précises. Donc il y a ce travail qui a été fait. Alors ce travail, c'était, vous voyez, dans les années, enfin au début, fin 18e, début 19e, les grandes raies, les principales raies qu'on observe dans le spectre solaire, à propos, vous pouvez le faire, hein, cette expérience-là. Il faut avoir un petit spectroscope, ça se vend pas cher, et puis vous le mettez vers le soleil, le mieux c'est de mettre un écran, de projeter ça sur un écran, et vous allez voir un arc-en-ciel, mais un arc-en-ciel avec des traits sombres. Ça se voit assez facilement. Donc, vous voyez là, c'est simplement, donc, au début ils ont mis des noms, hein, pas des noms, des lettres, et identifier. Donc, identifier, ça veut dire comparer ce qu'on voit dans le soleil avec ce qu'on a au laboratoire. Et quelque chose de très important, donc là, ils ont vu que les raies A et B, c'est de l'oxygène, la raie C, c'est de l'hydrogène, du sodium, etc., du calcium. Très, très, très important à ce moment-là, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, donc ça c'est une raie très importante d'hydrogène qu'on appelle H-alpha. Pourquoi c'est très important, vous allez voir après, c'est que les gens avaient dans la tête, les gens ils ne savaient pas, hein, ils ne savaient pas tout ce qu'on sait maintenant. Ils avaient dans la tête que le Soleil,
ben, elle devait être fait comme la Terre. Donc, ils avaient dans la tête qu'il n'y avait quasiment pas d'hydrogène dans le Soleil, parce que sur Terre, il n'y en a pas beaucoup, et qu'il y avait les éléments plus lourds et tout ça. Ils avaient vraiment, vraiment ça dans la tête. À tel point que... alors, attendez, il faut que je... Attends, ah oui, je voulais dire une petite... avant de passer à cet hydrogène, ici, vous avez des noms de gens. Là, vous avez monsieur et madame Higgins, qui étaient chercheurs tous les deux. Je trouve ça toujours bien de parler des femmes qui étaient chercheurs à l'époque. Hein. Elle était avec son mari, mais voilà. Et ils ont fait des observations comme ça, des spectres comme ça, d'autres étoiles, et puis de nébuleuses aussi. Et dans le ciel, vous savez, à l'époque, on voyait, encore maintenant, hein, quand on ne regarde pas avec des télescopes très, très performants, on voit des étoiles et puis des taches lumineuses. Et les taches lumineuses, en fait, il y en a, c'est des nuages de gaz dans notre galaxie, ce qu'on appelle des nébuleuses. Et puis il y en a d'autres, ce sont des galaxies très lointaines, c'est-à-dire des ensembles de 100 milliards d'étoiles. Donc c'est pas la même chose. Et je peux vous dire que j'avais appris, pas à l'école, mais à l'université, que la personne, je vais vous montrer tout à l'heure, la personne qui avait découvert la différence entre les nébuleuses et les galaxies et qui avait montré que l'univers était en expansion, etc., c'était M. Hubble. M. Hubble, en 1925, astronome américain. Ben, j'ai découvert, figurez-vous, j'ai découvert des choses en préparant cette conférence, hein, par rapport à l'histoire. Hein. J'ai découvert que ce monsieur et madame Higgins avaient fait des observations de spectres comme ça, c'est-à-dire disperser la lumière comme ça, de nébuleuses et de galaxies. Mais ils ne savaient pas, hein. Ils voyaient des taches dans le ciel, et puis ils avaient fait ça, et là ils avaient découvert la différence. Ils avaient découvert rien que par le spectre, il y en avait de deux sortes. Bien avant la découverte de Hubble. Alors là, c'est pour vous montrer une nébuleuse, la nébuleuse d'Orion, très connue, et puis une galaxie observée récemment par le télescope James Webb. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Bon, maintenant, évidemment, on a des images, tout ça, enfin, c'est tout ça. Mais il faut se replacer à l'époque. Donc voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de choses intéressantes. Et alors après, il y a cette madame, Cecilia Penn, et puis monsieur Russell, qui était plus ou moins son chef. Cecilia Penn a fait une thèse en 1925. Et dans sa thèse, elle disait, le Soleil, il y a plein d'hydrogène dans le Soleil. Plein d'hydrogène dans le Soleil. Et personne ne l'a cru. Personne ne l'a cru. Elles ont tout dit, elle s'était trompée. Et puis M. Russell a repris un petit peu la chose plus tard, il a découvert que c'était vrai. Donc il y avait pas mal d'hydrogène dans le Soleil, et puis maintenant on sait que l'hydrogène est essentiellement fait d'hydrogène. Tous les autres éléments sont là, mais en plus petite quantité. Donc vous voyez comment ça va, hein, l'histoire. Et ça arrive souvent, ça. Quand on a une idée nouvelle, on est un peu en avance sur son temps. Il faut du temps pour que les autres l'acceptent. Et c'est très important qu'il y ait beaucoup d'hydrogène dans le Soleil, parce que l'hydrogène est à la base de la formation des éléments chimiques dont nous sommes faits. Voilà, très très important. Alors, autre chose, c'est que quand les gens ont voulu connaître la composition, hein, c'est-à-dire le pourcentage de tous les éléments dans l'espace, ils ont commencé par le système solaire. Donc, trouver quels étaient on appelle ça abondance, hein, les pourcentages, c'est le mot consacré. Donc, quelles sont les abondances des divers éléments dans le Soleil? Et le système solaire, il y a quelque chose d'intéressant parce que ça tombe sur Terre, c'est les météorites. Donc, il fallait étudier aussi la composition chimique des météorites. Et alors là, il y avait un monsieur qui s'appelait Chladni. Il y a eu beaucoup de discussions à l'époque. Ces météorites-là, est-ce que ça vient de la Terre? Est-ce que c'est dans l'atmosphère terrestre? Ou est-ce que ça vient de plus haut, d'ailleurs, dans l'espace? Et les gens ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas que ça vienne de l'espace. C'était très, très, très difficile à accepter que les météorites viennent de l'espace. Et ce monsieur Chladni, lui, a vraiment démontré que ces météorites venaient de l'espace. Et alors, je vais vous dire une petite chose amusante, c'est que, vous savez, encore à l'époque, les gens étaient beaucoup plus pluridisciplinaires que maintenant.
On a vu Lavoisier qui était fermier général, ça c'était pas génial, forcément. Mais il y en a qui étaient artistes, il y en a qui étaient musiciens, tout ça. Et M. Chladni, il étudiait la musique et il étudiait les vibrations fondamentales, en particulier de la membrane de timbale d'orchestre. Voilà. Et alors je vous raconte mon histoire parce que j'aime bien, mais comme je suis musicienne aussi, je connaissais depuis longtemps les figures de M. Chladni. Et j'ai été assez stupéfaite quand j'ai découvert que c'était le même M. Chladni qui avait montré que les météorites venaient de l'espace. Voilà. Alors, il y a d'autres qui l'ont aidé, et quand, à partir du 19e siècle, quand les gens ont compris, ils ont rassemblé des météorites, en particulier dans les muséums. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les météorites, on peut les étudier au laboratoire. Alors, on peut vraiment mesurer sur place, hein, c'est pas des spectres lointains, on peut mesurer sur place les abondances des météorites. On peut faire mieux que ça. On peut mesurer les isotopes. Par exemple, dans une météorite, je ne sais pas si là je vous ai parlé du lithium, en fait, c'est pas un très bon choix, mais enfin, imaginons quand même, on serait capable non seulement de dire la quantité de lithium, mais aussi de dire la quantité de lithium-6 et de lithium-7. Très important, parce que quand on va essayer de comprendre les processus dans l'univers et les endroits dans l'univers où se sont formés ces éléments-là, ce qu'on appelle rapport isotopique, c'est-à-dire à l'intérieur des éléments, combien il y en a de tels isotopes, combien il y en a de tels isotopes, très important pour essayer de cibler le processus de formation. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'on obtienne les éléments, mais aussi la composition à l'intérieur des éléments. Et là, en fait, les gens, à étudier les météorites, se sont aperçus qu'il y avait beaucoup d'abondances différentes dans les météorites, parce qu'ils n'avaient pas été formés au même endroit, ça peut être différent. Mais il y a un type de météorites qu'on appelle les chondrites carbonées de type 1. Ces météorites n'ont quasiment pas d'hydrogène, mais c'est normal, l'hydrogène s'est évaporé, mais le reste, tous les éléments lourds, et c'est ce que montre cette figure, je ne vais pas vous montrer beaucoup de figures, mais là c'est quasiment une diagonale, c'est que ces éléments lourds qu'on trouve dans les chondrites carbonées de type 1 sont dans les mêmes proportions que dans le Soleil. Et ça a été extrêmement utile pour mieux comprendre, plutôt pour fixer les bases, pour arriver à comprendre la formation de ces éléments. Et ça, voilà, ça c'est une chondrite carbonée de type 1 qui est la météorite d'Orgueil, qui s'appelle, voilà, ça dépend de l'endroit, elle est tombée en France en 1864, très importante pour justement mesurer ce qu'il y a dedans. Alors il n'y a pas que les météorites, il n'y a pas que les chondrites carbonées de type 1, il y a les comètes aussi. Voilà. Les comètes sont aussi des objets célestes qui ont une composition très proche. Alors très proche de quoi? Eh bien, de ce qu'était la nébuleuse dans laquelle le Soleil et le système solaire se sont formés. Voilà. Parce que le Soleil actuellement, à part quelques petites différences, il a gardé sa composition d'origine. Tandis que les planètes et tout ça ont eu des tas de transformations matérielles. Donc voilà, l'idée c'est de retrouver là ce qu'on appelle la courbe d'abondance. Alors là je vous la montre plutôt que de vous donner un schéma. Je vous montrerai tout à l'heure un schéma un petit peu plus ardu. Mais un dessin fait par un enfant. Hein. Donc ça montre ici la masse, la masse des noyaux. En fait c'est la masse des éléments, parce que les électrons ils ont une masse tellement faible. Dans un atome, la masse de l'atome, c'est la masse du noyau à peu près. Et puis ça, c'est le pourcentage. Alors c'est marqué, bon, il y a un 1 ici, je ne vais pas vous raconter pourquoi. Peu importe, hein, c'est une drôle d'échelle, mais c'est l'échelle que prennent les astronomes. Et ce qu'il faut voir, c'est que vous partez de l'hydrogène. Donc ça, c'est toutes ces observations. Vous partez de l'hydrogène, vous avez de l'uranium. Vous voyez d'abord, d'une manière générale, une décroissance quasiment exponentielle. Voilà, qu'il faut expliquer, mais qu'on comprend très bien, si on sait, c'est le cas actuellement, que tout ça, au départ, vient de l'hydrogène. Donc évidemment, ça s'est construit petit à petit, et ça continue maintenant, mais pour ce qu'on se connaît de nos jours, ça s'est construit petit à petit dans l'univers, à partir au départ de l'hydrogène, d'où l'importance qu'il y ait beaucoup d'hydrogène dans le Soleil. Et puis, il y a des choses bizarres.
Par exemple, le lithium, le beryllium et le bore, j'y reviendrai tout à l'heure, qui ne sont pas dans cette, cette mouvance-là, mais qui sont nettement au-dessous. Alors vous allez voir, c'est intéressant, c'est un cas particulier. Mais je vous signale, parce que là je parle de la formation des éléments chimiques dans l'univers. Mais maintenant, on a, à l'époque actuelle, un autre intérêt pour ces éléments chimiques. Alors, je n'ai pas besoin de trop vous expliquer l'intérêt du lithium. Avec toutes vos batteries de voitures électriques, les téléphones et tout ce qu'on peut imaginer. D'où vient le lithium? Pour combien de temps il y en a sur la Terre? Voilà. Et je me focalise sur le lithium, mais il y a plein d'autres éléments qui sont très importants dans les téléphones portables, dans les fibres optiques, comme le germanium, le gallium et tout ça. Enfin, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans ces détails-là. Mais donc le lithium est important, le beryllium est important. Par exemple, le télescope James Webb, bon, ce n'est pas mon sujet ce soir, mais le télescope James Webb, dont vous avez certainement entendu parler, son miroir est en cristal de beryllium. Donc ils sont importants, ça. Et puis vous voyez qu'il y a un pic au fer, là. Alors il y a un pic du fer, et ça, sans aller beaucoup plus loin, on comprend très bien pourquoi. Parce que les noyaux atomiques, je vous ai dit qu'il y avait des protons et des neutrons. Ils sont liés entre eux. Ils sont liés. Il y a quelque chose qui les tient. On appelle ça l'interaction nucléaire forte. Voilà. Donc il y a quelque chose qui les tient, et si on voulait les séparer, eh bien ça fournirait de l'énergie. Donc là, on a déjà comme ça une petite idée de ce qu'est l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire est liée à ce qu'on appelle énergie de liaison des particules, protons et neutrons, qui sont tenues. Voilà, je ne vais pas aller très très loin là-dedans parce que ce serait un cours d'université, donc je vais arrêter là. Mais donc c'est important, et le noyau atomique le plus lié, le plus serré, le plus difficile à casser de tous, c'est le fer. C'est le fer, et ça explique pourquoi, si les éléments se sont formés à partir de l'hydrogène, il y a plus de fer que des autres. Donc, il y a d'autres structures, dont je vous parlerai éventuellement plus tard. Alors, une autre chose importante, c'est le lien, j'en ai dit un tout petit mot là, mais très important, le lien avec l'énergie émise par le Soleil et les étoiles. Donc, le Soleil, je reste sur le Soleil, hein, qui est une étoile comme les autres. Le Soleil rayonne de l'énergie. D'où vient cette énergie? Et ce qui va être montré dans la première partie du XXe siècle, dans les années 1920, etc., c'est que l'énergie qui fait rayonner les étoiles est aussi la même sorte d'énergie qui transforme la matière à partir de l'hydrogène, qui donne de l'hélium, du carbone, de l'oxygène, etc. C'est la même chose. Ce sont deux conséquences différentes de la même chose. La première conséquence, c'est que les étoiles rayonnent. La deuxième conséquence, c'est qu'on forme à partir d'éléments légers des éléments de plus en plus lourds. Alors là, bon, j'aime bien montrer ça. Si vous étiez, je sais pas, je l'ai déjà montré ici, je crois. Camille Flammarion, qui était un astronome à la fin du 19e siècle, et qui était aussi très poète et avec beaucoup d'emphase dans ce qu'il écrivait. Il a écrit un livre sur les étoiles, il a écrit un livre l'astronomie populaire, enfin voilà. Et ça, c'est une petite phrase que vous trouvez dans l'astronomie populaire en 1880. J'aime beaucoup citer ça parce que je la trouve sympathique et ça montre l'état d'esprit à l'époque. Alors, il s'agit de l'énergie solaire. Alors, on savait combien d'énergie le Soleil rayonne, parce qu'on reçoit le rayonnement solaire et on sait à quelle distance le Soleil, on le savait déjà. Donc on sait quelle quantité d'énergie le Soleil rayonne par seconde, ça on le savait déjà. Et alors il disait, il n'est pourtant pas impossible d'exprimer cette merveilleuse puissance, c'est-à-dire cette énergie rayonnée par le Soleil, mais on peut avouer sans honte qu'il est impossible de la comprendre. Alors l'impossible ne me plaît pas beaucoup. Hein. Nous ne sommes pas actuellement dans l'état d'esprit de pouvoir le comprendre, c'est ça qu'il aurait dit. Il est impossible de la comprendre. La chaleur émise par le Soleil à chaque seconde est égale à celle qui résulterait de la combustion de 11 600 000 milliards de tonnes de charbon de terre brûlés ensemble. Vous ne connaissez que ça, le feu.
Cette même chaleur ferait bouillir par heure 2 trillions 900 milliards de kilomètres cubes d'eau à la température de la glace. Essayez de comprendre que le pays essaye de boire l'océan. On dirait c'est la mer à boire, quoi. Donc Camille Flammarion en 1880. Alors qui est-ce qui a joué le rôle de la fourmi qui a vu l'océan? Pas mal de gens, mais en particulier ce monsieur-là, Arthur Eddington. Et ce monsieur-là, Frédéric Soddy, ils ont eu tous les deux le prix Nobel de chimie. Ils ont créé ce qu'on appelle en mots savants des spectromètres de masse. Ce sont des systèmes qui permettent de mesurer les éléments qu'on trouve dans les météorites, par exemple, de les séparer et de les mesurer. Ils ont fait d'autres choses qui ont donné des idées à Eddington. Et Eddington a écrit un article dans ce journal. Alors ce journal, je crois que c'est un peu flou pour vous, mais c'est vraiment un journal assez extraordinaire. The Scientific Monthly. C'est un journal qui était publié aux États-Unis, New York Press, dans les années 1920. Donc là, on est entré dans le siècle dernier. Le siècle dernier, je veux dire, il y a un siècle. Alors là, vous voyez, dans cette revue, je m'amuse à vous le montrer parce que c'est tellement différent de ce qu'on fait maintenant. Donc cette revue, vous avez la table des matières là. Et vous voyez aussi bien donc l'océanographie et les pêches dans la mer. La constitution interne des étoiles, ça c'est l'article dont je vais vous parler. Les algages, la zoologie, la carte de l'Europe après la guerre. Hein, on est en 1920. Les conditions économiques en Europe après la guerre de Napoléon. Tout ça, c'était la même revue. Quoi encore le mathématicien, ça je ne suis pas allé voir ce que c'était, mais le mathématicien, le fermier et le climat. Voilà. Bactéries, etc. Donc c'était le journal scientifique de l'époque internationale dans lequel il y avait un peu tout. Alors, n'ayez pas peur, mais je vous montre l'article, une petite partie de l'article de Eddington. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il n'y a pas de figure, il n'y a pas d'image, il y a juste un texte, et le texte qui se déroule comme ça. Alors, un texte où il y a de la science, de la philosophie, de l'épistémologie, un petit peu de trucs personnels aussi. Et c'est comme ça que ça se présentait à l'époque. Hein. On aurait du mal maintenant à écrire comme ça. Hein. Donc, évidemment, je ne vais pas vous le faire lire, mais je vous donne quelques traductions résumées avec des images de ce qui est dans cet article. Alors, d'abord, il faut savoir qu'à l'époque, les scientifiques pensaient que, la plupart des scientifiques pensaient que si le Soleil rayonne, c'est parce qu'il se contracte. Il se contracte et c'est cette énergie de contraction qui est son rayonnement. Donc c'était l'idée de l'époque. Alors Arthur Eddington il s'appuie là-dessus. Il dit l'évolution des étoiles est beaucoup plus lente que ce que prévoit l'hypothèse de contraction. Parce que si le Soleil se contractait avec sa gravité, il n'aurait pas beaucoup de temps à vivre. Et il y avait déjà quand même des preuves que l'existence du Soleil c'était beaucoup plus long et de la Terre aussi. Alors là, voilà, c'est assez savoureux, et on pourrait plus écrire des choses comme ça maintenant. Enfin, je ne pense pas dans un livre, dans une revue scientifique. Si la théorie de la contraction était proposée aujourd'hui comme une hypothèse nouvelle, je ne pense pas qu'elle aurait la plus petite chance d'être acceptée. Donc ça veut dire, si on en parle encore, c'est le poids de la tradition. Mais en fait, ça ne tient pas debout. Seule l'inertie de la tradition, c'est ce qu'il dit, garde cette hypothèse vivante, ou plutôt, pas vivante, mais cadavre, pas encore enterré. Hein? Et si on décide d'entrer dans le cadavre, on comprend qu'une étoile fonctionne sur un vaste réservoir d'énergie qui nous est inconnu. Ça ne peut être autre chose que de l'énergie subatomique. On ne connaissait pas le nucléaire à l'époque. Hein? On ne connaissait pas tout ça. On connaissait Recording stopped. Hein? C'est l'enregistrement? On connaissait, c'est intéressant, on ne connaissait pas l'énergie nucléaire.
mais il venait à l'idée qu'il y avait forcément une énergie subatomique, qu'on ne pourrait pas avoir autre chose pour expliquer les étoiles. Et il dit, nous rêvons parfois que l'homme va un jour apprendre comment récupérer cette énergie et l'utiliser à son service. Il y en a assez dans le Soleil pour le maintenir pendant 15 milliards d'années. Plus loin, il dit, je ne vous ai pas tout cité, mais il dit une petite phrase quand même assez extraordinaire pour l'époque. Il dit, si l'homme, quelque chose du genre, si l'homme réussit à canaliser, à connaître son énergie, ce sera pour son bonheur ou son suicide. Et ça, je trouve que dire une chose comme ça à l'époque, c'était quand même pas mal. Alors, j'ai encore quelque chose d'autre à vous lire. C'est que maintenant, donc dans cet article-là, d'où vient l'énergie du Soleil? Donc, une énergie subatomique qu'on ne connaît pas encore. Après, tous les éléments sont... ça, c'était la partie énergie. Et après, ce qu'il dit, c'est les atomes. Alors, rappelez-vous, on ne connaît pas encore le neutron. Et on ne connaît pas l'énergie nucléaire. Donc il dit quelque chose qui en fait ne tient pas debout, parce qu'il dit que les particules dans le noyau sont tenues par de l'énergie électrique. Ça ne marche pas, ça ce ne serait pas possible. Enfin bon, il dit ça. Mais il dit que l'hydrogène, le noyau d'hydrogène, c'est-à-dire le proton, est ce qui constitue tous les atomes qui existent. Et ça c'est quelque chose qui a apparemment été découvert par Aston, dont je vous ai parlé avant, un noyau d'hélium a une masse plus petite que la masse des 4 noyaux d'hydrogène dont il vient. Et ça, comment ça se fait que la masse du noyau d'hélium est plus petite? La seule réponse, c'est E égale mc2. La différence de masse entre les 4 hydrogènes et l'hélium est libérée sous forme d'énergie. Et ça, c'est là-dedans. Ils ne connaissent même pas l'énergie nucléaire. Merci beaucoup. Donc voilà, je vous ai dit à peu près ce que je voulais vous dire. Et, ah oui, si quand même, la dernière chose, pour voir comment on écrivait des articles à l'époque. Donc il dit, les étoiles sont des creusets dans lesquels les atomes les plus légers se combinent en atomes plus lourds. Dans les étoiles, la matière subit son brassage préliminaire pour préparer la grande variété d'éléments nécessaires pour un monde vivant. Tout ça avant même d'avoir découvert l'énergie nucléaire. Et alors, et là je vous ai mis une phrase, mais en fait il y en a 3 pages. 3 pages. Je ne devrais pas, j'ai traduit à peu près mot pour mot, hein. Je ne devrais pas être surpris si on murmure que ce que je dis, c'est quelquefois trouvé à la limite d'être un tout petit peu spéculatif. Et suit toute une affaire sur la différence entre faire des hypothèses, être spéculatif, etc., etc. Donc voilà comment on écrivait les articles à l'époque. Mais en fait, c'est quand même extraordinaire, parce que presque tout est faux, en fait, je veux dire pour la suite, mais les idées sont là. Les idées sont là. Alors maintenant, après vous avoir parlé de ça, donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais vous avez compris que l'énergie des étoiles et l'évolution des étoiles est très liée à la formation des éléments chimiques dans l'univers. Il y a eu autre chose, donc en 1925, c'est à peu près au même moment, 5 ans près. Donc ce monsieur Hubble, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a fait construire le premier grand télescope de l'ère moderne sur la montagne de Mont Wilson à côté de Los Angeles, aux États-Unis. Et avec ce télescope, vous savez ce que c'est qu'un télescope, il y a un miroir ici, et on reçoit la lumière du ciel, ça renvoie sur un petit miroir qui est là, et comme ça on peut agrandir ce qu'on observe. Et là, donc, par rapport à la différence entre les nébuleuses et les galaxies, les Higgins avaient découvert ça par des observations spectroscopiques, mais lui, il a découvert ça en images. C'est-à-dire qu'avec son télescope, les nébuleuses comme la nébuleuse d'Orion, ça restait nébuleux, et les galaxies, il voyait commencer à avoir des petites étoiles dedans. C'était pas la même structure. Donc en fait, c'était une confirmation. Et puis, il a montré qu'il y avait des galaxies, des ensembles de centaines de milliards d'étoiles, au-delà de notre propre galaxie. Et il a montré aussi que ces galaxies s'éloignaient. Donc, ça a été le début de l'idée, l'univers est en expansion. Et si l'univers est en expansion, ça veut dire que quand on retourne vers le passé, forcément on tombe sur un début. Donc la première idée de début de l'univers, qui est devenue Big Bang
par dérision. Donc avant de passer à ce Big Bang, je voudrais donc dire ici, c'est Alexander Friedman, et là c'est Georges Lemaître, qui était abbé, hein, qui était prêtre, et qui était aussi enseignant à l'université de Louvain. Et puis aussi Einstein, qu'on retrouve partout. J'insiste pas beaucoup sur Einstein, parce que tout le monde a entendu parler d'Einstein tellement, et on n'a pas tellement entendu parler des autres. Donc je n'oublie pas Einstein, mais je le mets avec les autres. Donc cette idée de Big Bang, c'est comme le reste. C'était quelque chose, enfin, cette idée, pas cette idée de Big Bang, cette idée que l'univers n'avait pas toujours existé, que l'univers qu'on voit n'avait pas toujours existé. Donc c'est une idée qui s'imposait aux gens, mais malgré tout, il y en a qui ne voulaient absolument pas, ça ne plaisait pas du tout. Et c'était le cas de Fred Hoyle, qui ne pouvait pas supporter l'idée que l'univers ait eu un début. Et donc il imaginait qu'il y avait l'expansion, parce que ça il ne pouvait pas faire autrement, mais qu'il y avait de la création automatique de matière, enfin des trucs très compliqués. Et il a essayé tout le monde a essayé de prouver ça, mais clairement ça a été vraiment montré que ça ne marchait pas du tout. Et c'est lui qui a dit Big Bang, hein, c'est une histoire qui est connue, mais à une émission de radio à la BBC, il voulait se moquer de ses collègues, et il dit eux avec leur Big Bang. Et ce Big Bang est resté complètement, enfin tout le monde parle de Big Bang, sauf les scientifiques qui préfèrent parler d'univers primordial. Parce que Big Bang, on emploie toutes les sauces, donc on préfère dire un mot plus scientifique. Alors là, il est arrivé un débat qui a mis du temps. C'est-à-dire que les gens qui pensaient, qui croyaient qui acceptaient l'idée de Big Bang, avait l'idée que le Big Bang c'était la création de l'univers avec tous ces éléments déjà dedans. Le fait que les éléments chimiques avaient été créés au départ, au moment du Big Bang. Ça, c'est la nucléosynthèse primordiale. Et puis les autres qui disaient non, les éléments étaient créés dans les étoiles au cours du temps. Dans l'univers primordial, il n'y avait rien d'autre que l'hydrogène, mais les éléments étaient créés dans les étoiles. Il y a eu le débat, il était long, hein, et vous allez voir tout à l'heure, la conclusion de tout ça, c'est qu'il y en a eu un petit peu partout, hein, de création d'éléments. Alors, j'en viens à un truc qui n'est pas très drôle, mais qui est exactement, enfin, faut en parler, c'est très important. La bombe. Alors, la bombe, ce qui s'est passé, en résumant, mais vous connaissez tout ça très bien, c'est qu'il y avait, pendant la guerre, la peur que Hitler, parce que justement, on commençait à comprendre la physique subatomique, on commençait à comprendre l'énergie subatomique, on commençait à comprendre que les noyaux atomiques pouvaient libérer de l'énergie. Et alors, assez vite, hein, c'est pas une seule personne, hein, l'idée qu'on pouvait utiliser ça comme bombe. Utiliser ça comme arme. Et les gens avaient peur que Hitler le fasse et détruise la moitié du monde, si on peut dire. Donc, c'est pour ça, hein, parce que c'est très très difficile de parler de cette époque-là. On se dit, mais ces gens-là, ils ont fait n'importe quoi. C'est pas si facile que ça, je ne m'y risquerai pas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des tas de chercheurs qui sont venus d'ailleurs, et en particulier d'Allemagne, en particulier des juifs allemands qui sont allés aux États-Unis, en particulier à Los Alamos, et puis aussi, il n'y a pas que Los Alamos, il y a Oak Ridge, il y a d'autres, pour travailler, mais alors travailler vraiment scientifiquement sur l'atome, sur le noyau atomique, qui commençait juste, enfin, il n'y avait pas le modèle en couche du noyau dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est arrivé en 1950. Donc en fait, c'était vraiment préliminaire. Et donc ils ont beaucoup travaillé là-dessus, pour les raisons que vous connaissez. Et là-dedans, il y avait des physiciens très connus, comme Richard Feldman, je ne sais plus, il est là, Enrico Fermi, parmi les gens qui étaient dans un colloque, là, Robert Oppenheimer, que tout le monde connaît pour procès et tout ça, mais qui avait fait un énorme travail scientifique. Ce monsieur Seymour, qui est moins connu, mais qui est le prix Nobel de chimie, qui a découvert le plutonium, l'américium, le curium, le mercurium, le californium, le césium-137 et la fission de l'uranium-235.
Et donc tous ces gens-là ont travaillé. La première explosion nucléaire a eu lieu en 1945 au Nouveau-Mexique. Après tout ça, quand tout ça a été fini, encore une fois, je ne parle pas des difficultés morales, des difficultés, parce que franchement, ça n'a pas dû être évident. Mais quand tout ça a été terminé, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont allés travailler sur le sujet des réactions nucléaires dans les étoiles. Et en particulier, ah oui, moi ça c'est juste pour montrer qu'à l'époque, voilà, il y avait 82 000 personnes qui travaillaient par exemple à Oak Ridge, il y avait énormément de gens qui travaillaient pour la bombe, et en particulier plein de femmes. Regardez les femmes là, en fait il n'y avait pas des ordinateurs comme maintenant, les femmes étaient des calculatrices. Et ces femmes, j'ai vu des choses, ces femmes-là, elles ne savaient pas pourquoi elles travaillaient. Elles savaient qu'elles travaillaient pour un projet, mais elles ne savaient pas quel projet. Elles sont revenues sur place après. C'était pas tout à fait évident. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés travailler, par exemple Hans Bethe, qui était un Allemand, qui travaillait sur la bombe. Edsel Peter, c'est un scientifique qui, lui, n'avait pas travaillé sur la bombe. Il n'y avait pas que des gens qui avaient travaillé sur la bombe, mais il y en avait quand même beaucoup. Et ils se sont installés en particulier à l'université Cornell aux États-Unis. L'université Cornell avait, comment dire, accueilli les chercheurs juifs allemands qui avaient travaillé sur la bombe et qui pouvaient mettre leurs compétences de réaction nucléaire au service très pacifique de la manière dont se produisent les réactions nucléaires dans les étoiles. Et alors là, mais on voit pas bien, mais c'est Hubert Reeves, parce que Hubert Reeves a fait sa thèse à l'université Cornell, sa thèse 1960, donc c'était un petit peu après, mais il a vraiment vécu cette période où les professeurs de l'université Cornell étaient des gens qui étaient dans le projet Manhattan. Et donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord découvert, alors ça c'est des dessins, hein, mais ça c'est la première réaction qui se fait dans les étoiles. Donc ils ont découvert, vous avez deux hydrogènes, deux atomes d'hydrogène, deux noyaux d'atomes d'hydrogène. S'ils se mettent ensemble, contrairement à ce que pensait Newton, ça ne tient pas. Parce que les deux noyaux d'atomes d'hydrogène, ils ont une charge positive électrique. Ils repartent, ça ne marche pas. Donc, comment faire pour commencer à lancer le processus? Je peux vous dire qu'il y a eu plusieurs dizaines d'années d'échanges d'articles et tout ça pour arriver à pouvoir comprendre. Eh bien, ce qu'il fallait comprendre, c'est quelque chose qui est lié à la radioactivité, qui est que le proton, si un proton récupère un électron, il peut devenir un neutron. Voilà, il peut y avoir un échange, il peut y avoir une transformation de proton en neutron. Et inversement, une transformation de neutron en proton. Et ce qui se passe dans la première réaction, c'est que vous avez deux hydrogènes, ils se mettent ensemble, et en même temps, il y en a un qui se transforme en neutron. Et ça fait un noyau d'atome qu'on appelle du deutérium et qui est très stable. C'est pas du tout évident, il faut beaucoup de temps. En moyenne, dans le Soleil, il faut 1 milliard d'années pour qu'on puisse commencer à se former de façon vraiment constructive et suffisamment du deutérium à partir de l'hydrogène. Donc ces gens-là, ils ont découvert ça qui n'était pas du tout évident. Alors une fois que ça s'est fait, même si vous ne voyez pas très bien, c'est pas grave, c'est que ce deutérium, il récupère un autre proton, il devient de l'hélium 3, il le récupère tout, il devient de l'hélium. Voilà. Donc l'idée d'Eddington, que vous aviez 4 hydrogènes qui devenaient de l'hélium, et que l'hélium a une masse plus faible que celle de l'hydrogène, et que la différence est libérée sous forme d'énergie, c'était correct comme idée, sauf que ce n'est pas les 4. L'hélium n'est pas fait de 4 noyaux d'hydrogène mis ensemble, ça ne tiendrait pas. Il est fait de 2 noyaux d'hydrogène et de 2 neutrons, qui sont les noyaux d'hydrogène du départ, qui se sont transformés. Bon, je ne vais pas vous en ennuyer très longtemps avec ça, mais c'est pour voir comment les choses se passent. Donc ça, Solpeter l'a découvert, Bethe a découvert d'autres réactions nucléaires. Et alors, il y a une autre chose après, c'est que à la fin de la vie d'une étoile, comme le Soleil, en fait, l'étoile, il faut comprendre que l'étoile vit
pas une vie. L'étoile existe et existe pendant un certain temps. Donc pour l'hydrogène, pour le Soleil, c'est 10 milliards d'années. Nous en sommes actuellement à la moitié de la durée de vie du Soleil. L'étoile fonctionne et donne de l'énergie parce que vous avez au centre ces réactions nucléaires de l'hydrogène qui se transforme en hélium. Quand il n'y en aura plus, ah oui, parce que vous voyez en même temps, alors le lien, l'hydrogène qui se transforme en hélium. Donc ça transforme la matière. On est parti d'hydrogène, on a obtenu l'atome d'hélium. Et après, quand il n'y en a plus de l'hydrogène au centre, qu'est-ce qui va se passer? L'étoile évolue, elle devient ce qu'on appelle une géante rouge, il se passe des tas de choses, et ça se restabilise à un moment où l'hélium, après je vous en dirai plus avec ça, mais je trouve que c'est compréhensible, à mon avis c'est compréhensible. L'hélium doit lui-même se retransformer, l'hélium doit lui-même subir des réactions nucléaires pour que l'étoile se restabilise sous forme de géante rouge et fournisse de l'énergie, etc. Et là, il y avait un autre problème. Le premier problème, c'était que deux protons ensemble ne peuvent pas tenir. Donc il fallait découvrir la radioactivité et découvrir qu'il y a un des protons qui se transforme en neutrons. Le deuxième problème, c'est que si vous mettez deux noyaux d'hélium ensemble, là non plus c'est pas stable. Ils font un noyau qui s'appelle le béridium 8 et qui n'est pas stable, qui est radioactif, et ça redonne les deux héliums de départ. Donc voilà, ils se trouvaient confrontés à ça. Comment on fait? Comment on fait? Ça s'arrête là. Vous mettez deux héliums ensemble, ça forme quelque chose, un composé, mais il ne tient pas. Il redonne le deux héliums. L'astuce, et ça c'est Solviter avec Fred Roll, dont je vous ai montré la photo tout à l'heure. L'astuce, ils ont montré que dans des conditions comme dans le Soleil, si vous prenez deux héliums, ça donne un noyau béridium 8 qui se redésintègre très vite, mais il est possible qu'avant qu'il se redésintègre, il y ait un troisième atome d'hélium qui arrive. Et du coup, ça fait 3 héliums qui deviennent un carbone. Et bien, je peux vous dire que le carbone que vous avez dans vos corps, le carbone de la vie, il vient du fait que quand vous mettez deux héliums ensemble, avant que ça donne un béridium, avant qu'ils redeviennent deux héliums, il peut y avoir un troisième qui arrive. Voilà. C'est ce qu'on appelle la réaction 3-alpha. Ben ça a été aussi découvert à Cornell à cette époque-là. C'était les choses les plus importantes pour comprendre à la fois l'évolution des étoiles et la transformation des éléments. Parce qu'une fois que vous avez atteint le carbone, c'est pas du tout évident, hein. C'est très très compliqué pour avoir les autres éléments. Mais c'est vraiment ce point de départ avec l'hydrogène et l'hélium qui était si difficile. Donc voilà ce qui a été résolu. Et du coup, Hubert Reeves, lui, il est arrivé, il a traité, calculé des réactions entre deux noyaux de carbone. Voilà, c'était sa synthèse. Il n'a pas fait que ça, comme vous allez voir. Alors après, je vais vous raconter maintenant l'histoire un peu plus récente. En 1957, il y a eu un article, alors ça je ne vais pas vous le montrer, sauf le titre, un article écrit par ces 4 personnes-là, qui sont Fred Roll, Willy Fowler, Jeff et Margaret Burbidge. C'est un article qu'on a appelé B2FH, B2 Burbidge, Fowler et Roll. Ils ont tout indiqué. C'est-à-dire, à partir de l'hydrogène, comment on peut aller jusqu'à l'uranium. Donc, je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais ils ont tout indiqué. C'est-à-dire, dans les étoiles normales, en train d'exister comme le Soleil, on peut aller de l'hydrogène jusque du côté du fer. Ensuite, les éléments les plus lourds se forment quand vous avez, quand il y a des flux. Alors, je peux vous en dire plus si vous avez des questions, mais je ne veux pas aller trop loin. Des flux de neutrons, il peut y avoir des réactions qui produisent des flux de neutrons qui viennent être capturés. Voilà. C'est complexe, et ça, c'est le genre de choses qui a été, donc c'est complexe. Voilà, là c'est la même image que tout à l'heure, et là c'est une image plus scientifique. Donc vous avez ce qu'on appelle la combustion d'hélium, le groupe du fer, et puis ça c'est la production d'éléments plus lourds. J'entre pas dans les détails, mais c'était vraiment la Bible pour comprendre la formation des éléments à cette époque-là. Ce monsieur Fowler, là, Willy Fowler, il était passionné de locomotives à vapeur.
Et ça, c'est une photo qui a été prise pour ses 60 ans. Ses collègues lui avaient donné une locomotive à vapeur. Et à miniature, évidemment. Et plus tard, je ne sais plus en quelle année, M. Fowler a eu le prix Nobel et pas les autres. Voilà, ça c'est quelque chose qui a toujours étonné la communauté. Pourquoi Willy Fowler a eu le prix Nobel de physique et ses collègues pas? C'est comme ça. Raison politique peut-être, je ne sais pas. Donc, nous sommes pour l'instant avec un schéma qui est un peu flou peut-être, mais donc je vais mettre les pièces le plus ensemble. Donc, d'abord, l'univers n'a pas toujours existé. Il a eu un début. Est-ce qu'il y a eu des réactions nucléaires dans les premiers instants de l'univers qui ont permis de former des éléments? Donc, je vous rappelle qu'à une époque, il y avait des gens qui pensaient que tout avait été formé dans les débuts de l'univers. Alors maintenant, il y a des calculs très précis et on sait que dans l'univers mondial, il y avait toutes sortes de particules, et en particulier des protons, c'était dénommé d'hydrogène, et il a pu se former. Il s'est formé. Enfin, d'après les modèles, tous les calculs qui ont été faits, il s'est formé dans les premiers instants de l'univers du deutérium, c'est-à-dire le premier noyau plus lourd que l'hydrogène, de l'hélium et un tout petit peu de lithium. Mais l'univers à l'époque était très chaud, très dense, et au cours de l'évolution, il est devenu moins chaud, moins dense, et à un moment, c'est fini. Il ne pouvait plus y avoir de réaction nucléaire, parce que les réactions nucléaires se produisent que s'il y a une certaine température, s'il fait assez chaud. Donc, univers primordial, l'hélium à part l'hydrogène, l'hélium, le deutérium, l'hélium, un tout petit peu de lithium. Après tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et nettement plus tard, formation des premières étoiles. Et là, dans les premières étoiles, ont commencé à se faire des réactions nucléaires. Et ça, c'est extrêmement bien étudié maintenant. Énormément de travail, et grâce au départ, aux travaux, j'y reviens, des gens qui ont fait la bombe. Parce qu'ils avaient accumulé, puis en plus ils avaient de l'argent. Ils avaient de l'argent pour avoir des instruments, ce qu'on pouvait imaginer, c'était le tout début des calculateurs, ils avaient de l'argent. Les astronomes n'auraient jamais eu assez d'argent pour faire tout ça. Donc ils avaient de l'argent, je ne commande pas plus que ça. Ils avaient de l'argent, ils ont développé des systèmes, ils ont développé des méthodes de calcul, ils ont développé plein de choses qu'ils ont utilisées après pour les étoiles. Et depuis, maintenant on sait ça très très bien. Donc les étoiles, dans les étoiles, en même temps que les étoiles rayonnent, ça forme des éléments de plus en plus lourds à mesure de l'évolution des étoiles. Il y a plein d'étoiles. Il y a plein d'étoiles de toute masse, il y a plein d'étoiles de tous âges, il y a plein d'étoiles dans une galaxie. Donc qu'est-ce qui se passe? Les étoiles, elles durent un certain temps. Je vous dis, le Soleil, c'est 10 milliards d'années. Et après, elles finissent par faire quelque chose comme ça. Donc ça, c'est ce que deviendra le Soleil dans 5 milliards d'années à peu près. C'est-à-dire tout ce que vous voyez, c'est différent, mais ça se ressemble quand même. Donc vous avez des sortes de nébuleuses un peu arrondies, même si des fois il y a deux bouffées, puis aussi des fois il y a des structures un peu différentes. Tout ça, c'était l'étoile. C'est-à-dire que quand le Soleil va terminer son existence, il va se gonfler, les couches extérieures vont se gonfler, ça va englober le système solaire. Et puis après, aller beaucoup plus loin et se mélanger, c'est important, se mélanger avec le reste de la galaxie au bout d'un certain temps. Et au centre, il y a une petite étoile qui est le cœur de l'ancienne étoile, qu'on appelle une naine blanche. Donc vous pouvez voir, dans toutes, vous avez cette... bon, ici, c'est parce que c'est en infrarouge. Donc ça, c'est des fausses couleurs, celle-ci. Mais toutes celles-là, c'est réellement visible. Une naine blanche, vous avez toujours cette naine blanche. Donc ça, c'est la fin de vie d'une étoile, comme le Soleil. Donc là-dedans, toute cette matière qui est là, elle s'en va. Elle s'en va dans la galaxie, puis après elle va se mélanger avec le reste, avec des nébuleuses comme du gaz de nébuleuse comme la nébuleuse d'Orion. Et dans la nébuleuse d'Orion, je ne vous ai pas dit, mais ils se forment tout le temps des nouvelles étoiles. Donc en fait, vous avez des étoiles dans lesquelles il se forment des éléments plus lourds, ensuite ces étoiles, leur matière s'en va, et il y a d'autres étoiles qui se forment à partir de là. Voilà. C'est comme ça que se construisent les éléments de plus en plus lourds au cours du temps. Dans l'univers, c'est ce qu'on appelle l'astration. Je crois d'ailleurs que c'est Sylvie aussi qui a inventé ce mot astration.
Donc ça, c'est les étoiles qui, comme le Soleil, c'est d'ailleurs de petites masses. Et les grosses étoiles, beaucoup plus massives, elles explosent. C'est ce qu'on appelle les supernovas. Alors une supernova, une étoile qui explose, eh ben, c'est une bombe. C'est vraiment une bombe. La fin de vie du Soleil, ça va mettre plusieurs millions d'années avant de s'étendre. La fin de la vie l'explosion d'une supernova, c'est quelques heures. Pas du tout pareil, c'est vraiment une explosion. Et alors après l'explosion, là, vous avez par exemple, c'est une étoile qui a explosé, la nébuleuse du Crabe, une étoile qui a explosé en 1054. Et bien voilà ce qu'elle devient maintenant, et ça va finir par s'étendre. Ça, c'est un reste de matière d'une supernova qui est en train de s'étendre. Donc cette matière de la supernova, ça va faire pareil, ça va se mélanger avec d'autres matières de la galaxie, et il y a d'autres étoiles qui vont naître avec une matière qui a été transformée par les étoiles qui étaient avant. Voilà. Et ça, c'est donc tous ces systèmes d'astration qui ont été très étudiés. Donc pour étudier, il faut avoir des idées sur quelle quantité d'étoiles il y a dans la galaxie en fonction de la masse. Il faut avoir des idées sur les âges. Je peux vous dire que c'est extrêmement complexe et sans les ordinateurs qu'on a actuellement, on n'y serait jamais arrivé. Mais on y est arrivé. On y est arrivé encore une fois, je reviens à ce que je disais au début, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui ne sont pas comprises. Mais globalement, on y est arrivé. Alors, juste un petit schéma de ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, le Big Bang, alors, attention, ça c'est pas une image du Big Bang, c'est une image d'une désintégration de particules dans un grand accélérateur. Voilà, c'est pour simuler le Big Bang, mais évidemment, on n'a pas d'image du Big Bang, c'est pas possible. Ensuite, les premières galaxies, donc dans le Big Bang, quelques réactions nucléaires. Ensuite, les premières galaxies, les premières étoiles dans les galaxies, beaucoup de réactions nucléaires qui se produisent au centre des étoiles qui transforment la matière. Ensuite, mort de petites étoiles, mort de grosses étoiles. Quelque chose dont je vais vous reparler tout de suite après, c'est les rayons cosmiques, c'est-à-dire à l'intérieur des galaxies, vous avez des particules. Alors ce que j'appelle des particules, ça peut être des éléments, de l'hydrogène, des noyaux de carbone, plein de choses, qui se propagent à grande vitesse. Et je peux vous dire que là, actuellement dans la salle, vous et moi, on est en permanence traversés par des rayons cosmiques. Ce n'est pas ceux qui viennent directement de l'espace. Quand ils viennent de l'espace, ils arrivent dans l'atmosphère, et dans l'atmosphère, ils cognent des particules de l'atmosphère, ça fait ce qu'on appelle des grandes germes, et il nous arrive des éléments comme ça tout le temps. Je ne sais pas si vous avez l'occasion, c'est vraiment intéressant. Il y a ce qu'on appelle des chambres de détection de particules. Si on en avait une là, vous verriez en permanence zip, 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 toutes les particules là. Hein, donc c'est assez impressionnant. Donc ces rayons cosmiques, vous allez voir pourquoi je vous en parle. Ensuite, naissance de nouvelles étoiles qui, dans de la matière qui a été polluée, si je peux dire polluée en éléments lourds, par les étoiles qui ont existé avant. Bon, après, ça c'est le système solaire. Alors, G c'est pour giga, ça veut dire milliards d'années, et M c'est millions d'années. Donc 9,2, donc la Terre a 4,6 milliards d'années. Donc ça veut dire, ah oui, un petit peu d'échelle de temps, la Terre a 4,6 milliards d'années, l'univers a 3 fois plus. 3 fois plus, 13,8 milliards d'années. C'est une coïncidence intéressante, qui n'a probablement rien d'autre qu'une coïncidence. Mais la Terre, le système solaire, est arrivé dans la galaxie quand l'univers avait 2 tiers, un âge égal aux 2 tiers de son âge actuel. Voilà, c'est comme ça. Et c'est important qu'il y ait eu beaucoup de choses qui se sont passées dans l'univers avant, puisque c'est ça qui a permis à la nébuleuse protosolaire, c'est-à-dire la nébuleuse dans laquelle le Soleil et la Terre se sont formés, d'avoir déjà ces éléments lourds. Parce qu'attention, ces éléments lourds, ces éléments dont justement on cherche à comprendre d'où ils viennent, ils ne se sont pas faits dans le système solaire. Ils ne se sont pas faits dans le Soleil. Ils sont faits dans le Soleil actuellement. Mais c'est pour les générations futures d'étoiles. Parce que pour l'instant, c'est à l'intérieur du Soleil. Et nous, ce qu'on a pour vivre, c'est ce qui a été fabriqué par des étoiles avant. Vous voyez, c'est quand même très important. Et nous on est là, je fais souvent ça, supposez que ça représente l'âge de la Terre. C'est-à-dire que le bout de mon index ici, c'est la naissance de la Terre, et le bout de mon index ici, c'est l'époque actuelle. Eh bien, l'humanité est là depuis un temps qui correspond à la petite partie blanche au bout de l'ongle de l'index droit. Nous sommes là depuis très, très, très peu de temps.
Et l'univers avait déjà 2 fois cet âge-là quand la Terre est née. Donc voilà, c'est pas mal d'avoir en tête tout ça. Donc c'est pour ça 9,2, c'est 9,2 milliards d'années depuis la naissance de l'univers. C'est ça, la naissance de l'univers. Mais la Terre a actuellement 4,6 milliards d'années. Alors je reviens à mon tableau là, mon tableau de Mendeleïev. Eh bien, vous commencez à comprendre les couleurs maintenant. Le bleu, alors c'est pas tout, vous voyez l'hydrogène tout entier, l'hélium c'est une partie de l'hélium, tout ce qui est bleu, foncé, et un tout petit peu de lithium, la petite bande là. Ça a été fait à la naissance de l'univers. Pendant l'univers primordial, les quelques réactions nucléaires dont je vous ai parlé. Voilà, c'est en anglais, mais c'est pas compliqué. Les jaunes, ce qui est jaune, toutes les parties jaunes, donc une grande partie du carbone, de l'azote, une petite partie de l'hélium, une grande partie du lithium et d'autres éléments aussi, sont des résultats de la formation des éléments à l'intérieur des étoiles normales, petite masse, et bon, en train de mourir. Ça, c'est l'idée que l'étoile en train de mourir renvoie ça à la matière interstellaire. Ensuite, les étoiles qui explosent, donc il y a plusieurs sortes, je vous ai parlé de supernova, il y a plusieurs sortes d'étoiles qui explosent. Là, c'est séparé en 2, vert et bleu clair, mais peu importe. C'est donc les explosions d'étoiles en fin de vie. Donc là, vous voyez, par exemple, le sodium, le magnésium, l'aluminium, l'oxygène, tout ça, c'est les résultats des calculs. Hein. Calculs qui ont été refaits, vérifiés. Donc tout ça vient des explosions d'étoiles. Donc quand on voit ça, on voit qu'il en reste 2, des couleurs. Il reste la couleur rose et puis l'orange. Alors c'est là qu'interviennent les rayons cosmiques. Et aussi, alors du coup, je vous dis que je vous parle beaucoup de Beryl là, mais c'est pour, oublier un petit peu l'aspect grand public, le travail qu'il a vraiment fait pendant sa vie. Et ça, c'était à partir de 1965. Donc avec les personnes Fowler, Hoyle et d'autres gens, l'idée pour le lithium, parce qu'en fait, si je reviens en arrière, ça marche. Non, il faut que vous vous souveniez. Il faut que vous vous souveniez que le lithium, le béridium et le bore sont en quantité bien inférieure aux autres. D'où ils viennent? D'où viennent le lithium, le béridium et le bore? Alors ce qui se passe, c'est que dans les étoiles, ces éléments-là, ils sont quasiment pas formés, très peu formés. Le lithium, dans certaines étoiles, est très peu formé. Alors je ne vais pas vous raconter pourquoi, mais ils sont fragiles. C'est-à-dire que s'ils sont formés dans un cadre de réaction nucléaire, ils seront détruits tout de suite après. Donc il y a un problème avec le lithium, béridium et bore. Et qu'est-ce qu'a trouvé Hubert Reeves? Ben justement, l'histoire des rayons cosmiques. Donc vous avez des rayons cosmiques qui vous arrivent tout le temps dessus, vous avez des rayons cosmiques partout. Des rayons cosmiques, ce sont des particules très rapides, très grande énergie. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit dessin là. Vous imaginez qu'une particule de rayons cosmiques rencontre un noyau d'atome, par exemple, de carbone. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? La particule qui a tellement d'énergie, elle ne voit pas l'atome de carbone comme un tout, elle rentre dedans. Elle interagit avec les particules qui sont là, elle en éjecte. Voilà, il se passe des réactions qui ne sont pas vraiment des réactions nucléaires, qui sont des réactions de... Ça casse l'atome de carbone. Et quand on casse l'atome de carbone, qu'est-ce qui reste? Du lithium, du béridium ou du bore. Donc en fait, l'idée, c'est que le lithium, le béridium et le bore, pas tout le lithium, hein, parce que vous avez vu que le lithium, il y a plusieurs sources, mais le lithium, le béridium et le bore viennent de l'action des rayons cosmiques dans l'espace sur les noyaux d'atomes de carbone, azote et oxygène. Hein? Donc vous pouvez penser, quand on pense à l'hélium, quand on dit des enfants qui ont un ballon qui gonfle à l'hélium, la plus grande partie de cet hélium vient des premiers instants de l'univers. Quand on a du lithium dans ces batteries à lithium, eh bien il y a plusieurs sources, mais il y a une grande partie du lithium qui provient de l'action des rayons cosmiques sur les atomes de carbone, azote et oxygène. Voilà. Donc ça, du coup, le rose, fission
fission des atomes, ça casse les atomes par les rayons cosmiques. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste tout ce qui est orange. Je parle de tout ce qui est orange. Eh bien, tout ce qui est orange, c'est la dernière pièce du puzzle qui date de très peu de temps. Et c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas penser a priori. Il faut savoir que quand on regarde, c'est important, hein, quand on observe l'univers, quand on observe les étoiles et les galaxies, on les voit il y a longtemps. Parce qu'on les voit comme elles étaient quand la lumière les a quittées, et la lumière voyage dans l'espace à 300 000 km par seconde, donc il faut du temps. Si vous regardez, je sais pas, une galaxie qui est à 1 milliard d'années-lumière, c'est comme ça qu'on dit, ça veut dire qu'on la voit il y a 1 milliard d'années. Hein. Donc en fait, vous regardez le ciel, vous voyez le passé. Et dans le passé, les choses étaient plus denses. Et vous aviez des... dans ces nébuleuses qui sont des explosions d'étoiles, des supernovas, au centre, là ça ne se voit pas parce qu'elles ne sont pas visibles comme les naines blanches, mais il y a, là aussi il y a une toute petite étoile. Alors ça, quand c'est très très massif, ça peut devenir un trou noir. Mais quand c'est intermédiaire, ça devient une petite étoile qu'on appelle une étoile à neutrons. Alors une naine blanche, c'est l'équivalent de la masse du Soleil dans un volume de la Terre, très très dense. Une étoile à neutrons, c'est l'équivalent de la masse du Soleil dans quelques kilomètres de rayon, une sphère de quelques kilomètres de rayon. Donc c'est extrêmement dense. Donc il reste des petites étoiles comme ça. Dans l'univers lointain, dans le passé lointain, c'était beaucoup plus dense que maintenant. Et en fait, il se passait, et d'une manière relativement fréquente, des collisions d'étoiles à neutrons. C'est-à-dire que vous aviez de ces étoiles à neutrons qui se rapprochaient, qui tournaient l'une autour de l'autre et qui fusionnaient. Ça, c'est quelque chose qui a été découvert, alors c'est très compliqué, hein. Ça a été découvert de deux manières différentes récemment. La première chose, ça c'est un dessin d'artiste pour montrer ce qui se passe quand vous avez deux étoiles à neutrons qui tournent autour de l'une de l'autre et qui va fusionner. Ça fait un jet, c'est quelque chose de très impressionnant, un jet de rayonnement qu'on appelle les rayons gamma. Les rayons gamma, vous savez, c'est ceux très très dangereux qu'on utilise pour détruire des tumeurs ou des choses comme ça. Et vous recevez, il faut être là pour l'observer, et il y a beaucoup de travaux qui sont faits actuellement. Ça peut durer quelques secondes, quelques heures, c'est assez rapide. Un flux de rayons gamma. Et alors les astronomes qui travaillent là-dessus ont démontré que ça pouvait être quelque chose comme ça. Ça c'est une chose. Une deuxième chose, c'est quand vous avez deux objets qui fusionnent comme ça, mais très très lourds, ça fait ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Des ondes gravitationnelles, ça veut dire que ça fait vibrer l'espace, quoi, ou l'espace-temps pour être plus clair. Et ces vibrations peuvent nous arriver jusqu'à nous. Et ça, c'est extrêmement difficile à voir. Et vous avez des instruments comme celui-ci, les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Celui-ci, c'est à Pise, en Italie. Il y en a aux États-Unis, au Japon, pas beaucoup. Vous avez deux bras perpendiculaires qui font plusieurs kilomètres de long. Vous avez un faisceau laser à l'intérieur de ces tunnels-là. Et un système très précis. Et quand vous avez une onde gravitationnelle qui passe, suffisamment importante, ça se détecte. Et ça fait aussi quelques années. Et alors, on peut, c'est très délicat, hein, c'est la recherche actuelle, mais faire coïncider, voir qu'il peut arriver qu'on ait un sursaut gamma, on appelle ça un flux gamma, et qu'on détecte l'onde gravitationnelle. Et les gens, ils savent calculer ça, ils savent que c'est des collisions d'étoiles à neutrons. Et les gens, ils savent aller plus loin. C'est-à-dire, quand tu as une collision d'étoiles à neutrons comme ça devient très chaud en très peu de temps, donc il y a des réactions nucléaires. Donc les gens, ils ont calculé les réactions nucléaires qui se produisent quand vous avez des collisions d'étoiles à neutrons. Et le fusion, c'est les autres éléments. Alors, c'est pas complètement aussi beau que ça, parce qu'évidemment, il y a toujours des incertitudes, des problèmes. Mais enfin, quand même, les éléments qui sont là, orange, ce sont des fusions d'étoiles à neutrons. Voilà. Donc maintenant, vous avez une vue globale de la formation des éléments chimiques qui nous composent.
Donc ce qui est blanc ici, c'est parce que le technétium et le prométhium sont des éléments bizarres qui ne sont pas dans la nature. Ils peuvent être synthétisés, mais ils ne sont pas dans la nature. Mais tous les éléments qui sont dans la nature, donc ce qui a fait couler beaucoup d'encre dans les magazines de vulgarisation, c'est que là, vous avez l'or, le platine, l'argent. Donc quand vous avez des bijoux en or, en platine, en argent, ou quand vous achetez des lingots d'or et tout ça, et bien vous pouvez vous dire que vos lingots d'or, ils viennent de la collision d'étoiles à neutrons, qui se sont produits il y a des milliards d'années dans l'univers. Hein? C'est quand même assez intéressant. Voilà. Alors, maintenant, on a parlé un petit peu de la vie, mais il n'y a pas que la vie. Parce que maintenant, la suite de cette conférence, ça devrait être ce qui se passe actuellement avec tous ces métaux stratégiques, qu'est-ce qu'on en fait. Hein, il y a des choses à discuter. Mais il faut quand même se rendre compte que tous ces éléments, donc ceux dont nous sommes faits, mais aussi ceux dont on a de plus en plus besoin avec la technologie contemporaine, d'où ils viennent. Voilà. Donc ils étaient là avant que la Terre se soit formée, et ils étaient là à cause de tout ce que je vous ai dit. Alors, passage au vivant. Donc, passage au vivant, la première chose que je voudrais dire, c'est nous sommes beaucoup plus que des poussières d'étoiles. C'est la poussière d'étoiles, c'est un mot du Bear Reeves, mais en fait, ce qui est important, c'est les éléments dont nous sommes faits, mais ça ne suffit pas. Ce qui est important beaucoup aussi, c'est la manière dont ces éléments sont organisés, les interactions entre les éléments. Très, très, très importante. Nous sommes beaucoup, beaucoup plus que des poussières d'étoiles. Poussière d'étoiles, ce serait un tas d'atomes. Mais nous ne sommes pas un tas d'atomes, loin de là. Et c'est extrêmement complexe. Et pour comprendre justement l'origine de la vie, c'est pas l'origine des éléments de base de la vie, ça y est, on sait. Avec quelques incertitudes, mais ça y est, on sait. Mais comment les choses, ces éléments se sont organisés pour les premières molécules, et ensuite pour aller de plus en plus loin, c'est ça, tous les travaux par rapport à l'origine de la vie actuellement. Alors, une image très très simplifiée de l'ADN, avec ce que vous avez ici, ce sont les bases azotées. Les bases azotées qui sont dans l'ADN, thiamine, j'oublie là, enfin vous devez savoir. Hein. Ce qu'il faut, mais disons que les lettres ici sont les initiales des bases azotées. Et les bases azotées, comme le reste, vous voyez, c'est fait. Donc, disons que les 6 éléments, quand on parle des 6 éléments les plus importants de base dans la vie, il y a le soufre aussi. Il y a le soufre aussi, et on les organise, donc hydrogène, oxygène, azote, carbone, phosphore, on les hydrogène pour faire schnops. Hein, les schnops, voilà. Les schnops, c'est les 6 éléments de la vie. Et là, vous voyez les bases azotées. Ah, je vois les bases azotées, ça, parce qu'en fait, c'est immense, c'est juste un tout petit schéma de bases azotées. C'est lui un génome, hein? Oui, j'arrête. C'est vrai que je ne vois pas le temps qui passe là. Le génome, quand on vous donne le génome, c'est une série de lettres. Une série de lettres, et ces lettres, c'est la succession des bases azotées, enfin les initiales des bases azotées. Donc en fait, c'est assez impressionnant de voir que ce sont des éléments, les éléments les plus abondants dans l'univers, qui forment des molécules, et que si on interchange les molécules, on interchange le caractère de la personne. Voilà. Bon, ça c'est tout ce que je voulais dire, et je vais m'arrêter là, si tu veux. Oui, ça c'est pour dire que quand on essaie de comprendre l'origine de la vie, ce qui est important, c'est une discipline actuelle, l'exobiologie. Donc du côté astronomie, on va essayer de comprendre de plus en plus la formation des particules, et du côté biologie, d'aller de plus en plus dans le fond de la matière, et entre les deux, il y a la chimie prébiotique. Et là, j'arrive pas à avancer. Ben, si j'arrive pas à avancer, on va rester là. C'est pas moi qui ai arrêté la projection. Merci beaucoup pour cette conférence qui doit soulever, je suppose, pas mal de questions.
perdu dans l'univers entre l'astrophysique et la biologie. Question à la fin. Bonsoir, merci pour ce très bel exercice de synthèse qui montre bien l'évolution des éléments. Juste une question complémentaire sans initier de nouvelles réactions nucléaires. Quid de la matière qui manquerait? Alors oui, c'est une question importante, mais j'en ai pas parlé parce que je ne peux pas parler de tout, mais c'est très important. C'est que tout ce dont je vous parle, là, les éléments chimiques et tout ça, ce n'est en fait 5% de la quantité de matière-énergie dans l'univers. Et les 95% restants, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Sauf que, non, on sait pas ce que c'est, mais on sait quand même des caractéristiques. Hein, sans savoir exactement ce que c'est, il y a des caractéristiques. Donc il y a à peu près 5% de ce qu'on appelle matière noire. Et matière noire, ça veut dire que c'est de la matière. On sait qu'elle existe. Ça me passerait beaucoup de temps pour expliquer. Mais enfin, on a des tas d'observations qui montrent qu'il existe plus de matière que ça. Et simplement, on ne sait pas ce que c'est exactement, sauf qu'elle doit être massive et ne pas, ou très peu, interagir avec la nôtre. Ça, c'est important. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'énergie sombre. Alors ça, c'est encore autre chose, c'est qu'il doit exister dans l'univers. Et ça aussi, il y a des observations qui le montrent précisément. Il doit exister dans l'univers une sorte d'interaction opposée à la gravité. Parce que l'univers est en expansion, on pensait que l'expansion se ralentissait au cours du temps, et au contraire, ça s'accélère. Donc il faut expliquer pourquoi ça s'accélère. Et c'est pas, là quand je le dis comme ça, on a l'impression que c'est un petit peu du n'importe quoi qu'on a inventé. Mais pas du tout, parce qu'il y a beaucoup d'observations différentes qui convergent pour ça. Mais alors, ça ne veut pas dire que ce que je vous ai raconté est faux. Pour la bonne raison, c'est que l'énergie sombre, ça n'interagit pas avec la formation des éléments. Et la matière noire, si elle existe, n'interagit pas avec très peu. Si elle interagissait avec la matière qu'on connaît, on la verrait, on s'en apercevrait. Donc le fait qu'il existe d'autres matières que celle-ci, celle dont je vous parle, a priori ne change rien à ce qu'on connaît de la structure et de la formation des éléments. Mais c'est important, merci de l'avoir dit. Au début, vous avez parlé de météorites, des chondrites qui ont la même composition à peu près que les éléments du Soleil, mais il doit y avoir d'autres types de météorites qui révèlent d'autres types de formations. Les chondrites sont formés près de chez nous, sans doute, et d'autres qui viennent de plus loin. Est-ce qu'il y a des météorites qui viennent d'un très long système de notre galaxie? Est-ce que certaines ont vécu si longtemps que les rayons cosmiques ont introduit du lithium, par exemple? Voici une série de questions qu'on peut se poser. Ce sont effectivement des remarques différentes les unes des autres. Donc, enfin, pour les météorites, mais je réponds à la première déjà. La raison pour laquelle la matière qui est actuellement dans le système solaire, donc sous forme de météorites diverses et variées, aussi la structure diverse et variée des planètes, hein, ce n'est pas dû à une origine différente. C'est tout ça s'est formé à partir d'une nébuleuse au départ, qui était la nébuleuse protosolaire. Et donc il y a au centre le Soleil qui s'est formé, il y a des températures différentes, parce qu'il va faire très chaud au centre, donc quand on s'éloignait dans le disque de départ, quand on s'éloignait de la structure centrale qui allait devenir le Soleil, il faisait de moins en moins chaud. Et puis il y a eu des collisions, il s'est passé toutes sortes de choses, et ce qu'on appelle, on appelle ça la fractionnation, les éléments plus volatiles qui se sont échappés, enfin, toutes sortes de choses comme ça, qui fait qu'une fois solidifiés, parce que ces corps-là sont des corps solides, solidifiés, ils n'avaient pas tous la même structure. Donc en fait, ces chondrites, c'est pas a priori qu'ils soient venus
d'un endroit différent, c'est qu'on est carboné, il a des types 1, mais c'est la manière dont ça s'est formé dans la nébuleuse protosolaire. Maintenant, les histoires, non mais je vous dis, il y a plusieurs, les histoires de météorites qui viennent chez nous d'autres systèmes solaires, il y en a au moins deux qui ont été répertoriés il n'y a pas longtemps. Il y en a un qu'on a appelé Oumuamua, qui avait une forme un peu de cigare, et c'est en étudiant la manière dont il réfléchissait, etc., que les gens se sont aperçus qu'ils ne venaient pas de notre système solaire, mais qu'ils venaient d'ailleurs. Mais de notre galaxie ou ailleurs? Ah non, pas d'autres galaxies. Vous imaginez pas, la distance entre les galaxies, c'est des milliards d'années-lumière. Non, 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 non. D'ailleurs, dans notre galaxie, dans des systèmes planétaires assez proches au sens de la galaxie. Vous savez que, bon, c'est un autre sujet, mais vous savez que la première planète extrasolaire a été découverte en 1995 et qu'actuellement, on sait que quasiment il y a autant de planètes que d'étoiles dans la galaxie. Et c'est toutes les étoiles, presque, enfin beaucoup d'étoiles dans des systèmes planétaires. Donc dans les systèmes planétaires, il y a des planètes, mais il y a aussi des météorites, il y a aussi des comètes, il y a aussi tout ça. Et quand ils sont éjectés, ils peuvent être éjectés. En fait, il y a plein de météorites, pas des météorites, d'astéroïdes de notre système solaire qui ont été éjectés ailleurs. Ben, dans d'autres systèmes planétaires, il y a aussi des astéroïdes qui ont été éjectés, puis il y en a qui se retrouvent chez nous. Voilà. Mais ce n'est pas ça la raison de la différenciation chimique des météorites, des classes des météorites les uns par rapport aux autres dans notre système solaire. Ok, merci. Peut-être une autre question. Le lithium est un matériau très crucial pour les batteries, par exemple. Est-ce que, comme il est produit par des rayons cosmiques, on peut le produire en faisant des mutations avec des rayons cosmiques? Est-ce qu'on pourrait produire du lithium dans des satellites, par exemple? C'est pas une question de satellite, c'est une question d'énergie. Donc dans les grands accélérateurs, peut-être qu'on pourrait construire, c'est pas dans un satellite, dans un satellite il n'y a pas l'énergie qu'il faut, mais peut-être, j'ai jamais réfléchi à ça, hein, vous posez la question, mais pourquoi pas, parce que dans les grands accélérateurs comme le LHC au CERN, on peut atteindre des énergies qui sont de cet ordre-là. Donc, oui, je pense que c'est pas la priorité des chercheurs, mais... Et ça devrait... Attendez un peu, excusez-moi, c'est que ça coûterait extrêmement cher. Extrêmement cher. Donc on va pas... Les rayons cosmiques, ça coûte pas cher, ça existe. Voilà, les rayons cosmiques, ça coûte pas cher. Maintenant, ce lithium, il a été fait dans les rayons cosmiques, donc c'est pour ça qu'il était, j'en reviens toujours au même, qu'il était dans la nébuleuse protosolaire. Ensuite, il y a des corps, on appelle ça des corps célestes. Même dans notre système solaire, on a des corps célestes comme les planètes, les astéroïdes, etc., qui se sont solidifiés, et en se solidifiant pour garder du lithium, par exemple, qui viennent des rayons cosmiques ou qui viennent d'ailleurs, c'est solidifié maintenant. Et on trouve ça dans des gisements, alors je suis en plein dedans, donc je peux vous dire, les gisements traditionnels, c'est les ABCA, c'est-à-dire Argentine, Bolivie, Chili et Australie. Et alors, je peux vous dire aussi, je vous dis que je suis en plein dedans, qu'à partir du moment où votre minerai contenant du lithium est extrait, et le moment où il se retrouve dans vos batteries, le lithium a fait 2 fois le tour du monde. Parce que c'est la technologie, il faut qu'il soit extrait, il faut qu'il fasse, etc. Ils trouvent ça dans des pays différents. Et il faut savoir que ça coûte de l'argent et de l'équivalent carbone aussi. Bon, ceci dit, c'est pour ça qu'en ce moment on cherche à avoir des extraits, à extraire du lithium plus près. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une mine dans l'Allier, qui est en discussion actuellement. C'est pas rien d'ouvrir le sol sur je ne sais pas quelle surface là où des gens habitaient, et peut-être des agriculteurs et tout ça, pour extraire des lithium, parce qu'il y a du lithium en sous-sol. Et il y a le même problème au Portugal. Au Portugal, dans un espace naturel, la Serra d'Estrela. Et donc là-dessous, ils ont découvert qu'il y avait du lithium. Et voilà, donc c'est pas évident tout ça, hein, c'est pas évident. C'est un autre sujet, je dirais, à discuter, parce qu'il y a beaucoup à discuter. Il y a beaucoup à discuter, puis il n'y a pas trop, on n'imagine pas trop pour l'instant de solutions vraiment intéressantes.
Merci. Une troisième question. Les molécules qui sont à la base de l'origine de la vie, est-ce que maintenant elles ont été plutôt formées sur la Terre ou elles sont venues d'ailleurs? Alors, je ne sais pas dans certaines, mais l'idée c'est sur Terre. Sur Terre. Alors, il y a des idées sur la Terre, ou bien des idées dans l'atmosphère, ou bien voilà. Mais, il y a des molécules qui ressemblent aux molécules d'origine de la vie, qu'on trouve sur les astéroïdes, qu'on trouve dans les nébuleuses, et donc il y en a aussi. Alors, est-ce que celles qui sont sur la Terre sont venues de l'espace? Voilà, ou bien est-ce qu'elles se sont faites sur la Terre? Je ne peux pas dire trancher là. Simplement, il y a des idées de possibilités d'avoir des molécules de plus en plus riches, de plus en plus complexes sur la Terre, sur les astéroïdes, dans l'atmosphère, c'est possible aussi. Donc, ça fait partie des recherches actuelles. Je ne peux pas dire que ce soit arrivé à un point de pouvoir conclure. Et en plus, ces molécules-là qui ont pu se former naturellement, c'est pas l'ADN, hein, c'est même pas l'ARN, c'est même pas les protéines. Ça va, enfin, d'après ce que je sais actuellement, ça va aux acides aminés, c'est déjà pas mal. Les acides aminés sont les composants des protéines. Mais on en est loin hein, de comprendre des molécules semblables aux molécules du vivant à un haut niveau. Encore une question, merci tout d'abord. Vous avez cité un article qui est paru en 1920 dans le Scientific Monthly, un article de Arthur Eddington. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a fait pencher pour ce choix d'article, parce que vous avez précisé que son analyse était, tout était faux dans l'analyse, mais que les idées étaient bonnes, et vous avez aussi dit qu'un article de nos jours, on n'écrit plus comme ça de nos jours. Est-ce que vous pensez qu'il est regrettable que ce genre d'article ne soit pas écrit de nos jours, ou est-ce que vous pouvez nous en dire d'autres? C'est une très très bonne question. Très très bonne question. Alors, il faut dire quand même qu'à l'époque, on n'avait pas des images aussi facilement que maintenant, et puis maintenant, on est une civilisation d'images. Hein, donc, c'est vrai qu'on n'écrirait plus. Si quelqu'un, dans un journal scientifique, écrivait un texte comme Eddington, avec 5 pages, presque sans intervalle en continu, ça semblerait difficile. Mais vous m'avez posé plusieurs questions, en fait. Pourquoi j'ai choisi celui-là? C'est pas que j'ai choisi celui-là, c'est que c'est le seul. Enfin, je veux dire, c'est celui qui marque. Il a travaillé avec d'autres gens, il y a eu d'autres articles, mais c'est vraiment celui qui, pour la première fois, parle du fait que l'énergie rayonnée par les étoiles peuvent être de nature subatomique, parce qu'on ne connaissait pas le nucléaire à l'époque. Et que s'il y a de l'énergie de nature subatomique, une conséquence, c'est que ça transforme aussi la matière. Voilà. C'est le seul qui met ça comme ça. Alors, j'ai dit qu'on n'y écrirait plus comme ça maintenant, parce qu'on n'irait pas dire les idées de mes collègues, machin, c'est des cadavres non encore enterrés. J'imagine mal que dans un article scientifique actuellement, on écrive ça comme ça. Et je trouve ça assez drôle. Hein, et voilà. Et puis, l'autre chose, c'est les précautions. Et il n'est pas le seul, hein. J'en ai lu d'autres, des articles comme ça, des précautions. Oui, j'écris ça, mais peut-être que vous pouvez penser, puis avec un truc à rallonge, que vous pouvez penser que ce que je dis est très spéculatif, etc. J'ai lu un autre article a posteriori, donc qui n'était pas aussi important que celui-là, mais où la personne qui a écrit disait « I hate » en anglais. On ne dirait pas « je hais » mais quelque chose comme ça. Je ne supporte pas l'idée de vous dire ça, alors que j'en ai l'intuition, que je pense que ça va marcher, mais que je n'ai pas encore les moyens de vous le prouver pour que vous y croyez vraiment. Voilà. Donc on écrivait des choses comme ça. Et c'est vrai que maintenant, on n'écrirait pas comme ça. En fait, maintenant, si on écrit un truc, on ne va pas dire j'écris ça, mais je ne suis pas sûr d'avoir raison. Ça se fait plus. Voilà, ça se fait plus. Mais il y a autre chose qui est vraiment, vraiment important. Hein, c'est que, bon, enfin, JF, vous m'avez posé la question. C'est qu'à l'époque, en fait, les gens, ils avaient souvent d'autres métiers aussi. Enfin, il n'y avait pas cette histoire de besoin d'argent tout de suite, et puis pas non plus le besoin d'être immédiatement reconnu, pour avoir un poste, par exemple. Hein. Donc, c'était pas comme ça. Donc, les gens, ils pouvaient travailler pendant 6 ans et publier un article au bout de 6 ans.
Maintenant, s'il y a un jeune qui veut faire le travail scientifique, s'il n'a pas au moins 5 articles en une année, il n'est pas considéré. Alors du coup, c'est pas le même niveau. On écrit plein d'articles. Tandis que ces articles qui étaient publiés là, qui n'avaient pas de figure, même sans figure, tout ça, mais c'était des articles qui représentaient un travail et une pensée élaborée pendant de nombreuses années. Donc ça me fait penser à quelque chose qui est, parce que j'ai regardé ça récemment, puis on en parle récemment, c'est pas du tout le même sujet, mais Alain Aspect, qui a eu le prix Nobel pour ces histoires liées à la mécanique quantique. Eh bien, Alain Aspect, il a fait une expérience très délicate, et quand il a fait son expérience, quand il a voulu monter son expérience, tout le monde, personne n'en voulait de son expérience. Et enfin, personne ne voulait l'aider, quoi. C'était pas possible. Et en fait, il avait déjà un poste. Parce qu'à l'époque, ça fait déjà assez longtemps, et à cette époque-là, en plus, il avait fait des études, je ne sais plus, de l'école normale supérieure de Cachan, je pense plus. Et donc, il était déjà payé. Et il n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait s'il n'avait pas été déjà payé. Parce qu'il a fait une thèse, je ne sais pas moi, 6-7 ans. Et puis les articles fondamentaux, il en avait très peu. Donc à notre époque, il aurait été considéré comme un étudiant de bas niveau. C'est important de savoir ça, parce qu'on a perdu ça, nous. Parce qu'on a pris le système américain. Et de publier très vite et tout ça. Voilà, donc c'était une petite extension de ce que vous dites, je trouve ça important. Ben oui. Commentaire Albert sur ce point-là. Un commentaire Albert sur ce point-là. Une question. Il y avait une question? Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une petite question concernant les photos que vous avez montrées au tout début de spectrométrie, qui ont permis de démontrer qu'il y avait de l'hydrogène aussi dans le Soleil. Et j'ai vu que pour certains, bon, pas pour l'hydrogène, en tout cas pas sur la photo, mais qu'il y avait, par exemple pour l'oxygène, il y avait 2 bandes. Ah oui. Et pour d'autres aussi. Il y avait des écarts qui étaient aussi différents. Est-ce que c'est seulement dû aux isotopes, au fait que ce soit différents isotopes, ou est-ce qu'il y a une autre raison Non, c'est pas. Merci pour la question. C'est pas des histoires d'isotopes là. Il y a dans les raies spectrales, il y a un petit décalage isotopique, mais tellement fin qu'à l'époque on ne pouvait pas le mesurer. Maintenant on peut le mesurer encore que pour les éléments les plus légers. Mais non, c'est la physique atomique, c'est-à-dire que bon, c'est un petit peu plus complexe, mais dans un atome, vous avez le noyau atomique et vous avez les électrons, pour simplifier, qui tournent autour du noyau atomique, qui ont des niveaux d'énergie, des états d'énergie quantifiés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être fonctionner n'importe comment. Voilà. Et alors, c'est très complexe. Quand on va dans les détails, c'est très complexe et vous pouvez avoir 2 états d'énergie très proches l'un de l'autre. Dans des atomes, voilà. Et s'il y a 2 raies très proches, on appelle ça les doublets, c'est parce que vous avez deux niveaux très très proches l'un de l'autre. Voilà. Et ça, c'est bien, très très bien compris. Mais bon, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas des histoires d'isotopes, c'est vraiment des histoires de physique atomique, c'est-à-dire l'étude des niveaux d'énergie des électrons. Parce que pour l'oxygène, par exemple, il y avait un écart. Il y en avait plusieurs, mais pour l'oxygène, il y avait vraiment un écart entre les bandes, c'était entre 700 et 600, je crois. Et il y a plusieurs choses. Dans les niveaux des... Pardon. Là, c'est la peine, je veux dire. Parce que vous disiez que c'était un petit écart dû à ces différents niveaux, qui s'appellent des écarts. Ah, mais c'est parce que je n'ai pas compris ce dont vous parliez. Parce que chaque atome a un très grand nombre de raies. Et un très grand nombre de raies qui sont écartées en fonction justement des niveaux d'énergie des électrons dans l'atome. En fait, si vous voulez, une raie, vous avez un électron qui a une certaine énergie, il peut absorber un photon de lumière, il passe dans un niveau d'énergie supérieur. Et en fait, la fréquence des raies, c'est relié à la différence d'énergie entre le niveau inférieur et le niveau supérieur. Et puis après, il redescend en résultat de lumière. Voilà, c'est ça qui se passe en là. Donc je pensais, et alors quand au lieu d'avoir un niveau d'énergie, vous en avez 2 proches,
À ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle un doublet. Je croyais que vous parliez des doublets. Mais le fait que vous avez des écarts dans le spectre qui peuvent être très différents, mais c'est justement, c'est très important, parce que c'est la signature de l'élément chimique. Quand vous voulez repérer un élément chimique, vous ne le repérez pas par une raie en général, hein, sauf exception, mais pas par une raie. Mais parce que vous avez un certain nombre de raies qui sont écartées très précisément de la manière qui est la signature de la structure atomique. Vous voyez ? Et tous les éléments, tous les atomes ont des structures différentes. Il n'y a pas 12 atomes qui ont la même. Et si vous avez deux isotopes, en fait c'est quasiment la même structure, mais il y a une toute petite différence du fait que le noyau, s'il y a un neutron de moins, le noyau a une masse un tout petit peu plus petite, donc ça modifie un peu, mais très peu. Mais sinon, d'un élément à l'autre, les signatures sont différentes. C'est ça qui est la base de tout, en fait, comme ça on peut repérer les atomes. Et puis après, suivant l'épaisseur des raies, la profondeur, en fait tout ça, c'est là qu'on peut savoir le pourcentage de l'atome. Le pourcentage de l'élément, je veux dire, par rapport aux autres dans l'atmosphère de l'étoile, par exemple. On va peut-être laisser terminer le cours sur l'écartement des raies. S'il y a d'autres questions. Non. Merci beaucoup.